On va commencer. Merci beaucoup. Je suis Sylvain Gillard, donc président de l'ESPCI Alumni, l'association des anciens élèves de l'ESPCI Paris PSL. Et c'est un très grand plaisir. Merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir. Et merci beaucoup à nos intervenantes. Mais on va vous remercier tout de suite. En fait, c'est la diapo suivante. Voilà, les remerciements. Donc, c'est toujours très important de commencer par les remerciements. Et c'est vrai que cet événement a été l'initiative d'un groupe d'organisation mené par Anna Cizaruc, 136e, qui est membre du conseil d'administration. Et ça fait 1 an qu'on a signé la charte mixité de grandes écoles au féminin. Et j'accueille Patricia Delon, qui est la présidente de Grandes Écoles au féminin. Et on a depuis plusieurs mois maintenant cet élan extrêmement fort, justement, sur les questions de mixité en sciences et mixité dans les réseaux et dans notre réseau d'alumni. Et je voulais véritablement remercier très sincèrement l'équipe organisatrice, donc Anna, donc les membres du conseil d'administration, tout comme Patricia Renaud, qui est membre du conseil d'administration aussi, Pascal, qui est peut-être là-haut en train d'organiser le cocktail, et Jean-Yves aussi, qui est en train d'organiser les agapes. Et puis Hélène, qui est parmi nous aussi tout à l'heure, était ici. Merci beaucoup. C'est important aussi que nous soyons reçus ce soir, accueillis par l'Université Paris Sciences et Lettres, le spécimen de Paris Sciences et Lettres. Et c'est la première fois qu'on est dans cet amphi et qu'on découvre, et qui est absolument extraordinaire. Et je voulais vraiment remercier Aurore Spedicato, qui est la directrice de relations alumni de PSL. On a vraiment une interlocutrice très réceptive. Merci Pascal. Bonjour Pierre. Voilà, Pascal Delbourgo, 98e, qui organise cet événement. Et on a vraiment un soutien et une écoute forte aujourd'hui à PSL, et en particulier pour des thématiques, et cette thématique qui est forte et auquel l'Université PSL apporte une attention et une vigilance particulière. Et puis on a été accueillis ici par Benjamin François Sigrand aussi, qui nous a beaucoup aidé pour tous les aspects logistiques. Sur les données qui vont vous être présentées, on a reçu aussi l'aide de l'école, et en particulier, je voudrais remercier la directrice des études, Corinne Soulier-Zakovic, Sophie Norvez, la directrice des admissions, Mathilde Ressa, qui est représentante des enseignants-chercheurs au conseil d'administration, et Wassila Soum, qui est en visio avec nous, la directrice des ressources humaines. Merci beaucoup. Et puis, la diffusion de cet événement a été faite grâce à plusieurs de nos alliés et amis, en particulier le bureau des élèves de l'ESPCI, la direction de la communication de l'ESPCI et la direction de la communication de PSL, et bien évidemment Grandes Écoles au féminin, Femmes et Physique, Femmes Ingénieurs, l'UNAFIC, la Fondation de l'École des Chartes, et puis différentes personnes qui nous ont vraiment porté dans leur communication, en particulier sur LinkedIn. Et véritablement, c'est très très important pour nous d'avoir ce soutien et de voir cette communication. Alors, le 10 décembre 2024, on signait donc avec Patricia la charte Grandes Écoles au féminin, et voilà 2 photos de cet événement. Non seulement on signait, mais en plus on prenait, et surtout on prenait des engagements, on prenait 9 engagements sur les 3 engagements fondamentaux même de la charte mixité. Et aujourd'hui, on va vous présenter très rapidement le bilan, en fait, au bout d'1 an, sachant qu'on va bien sûr continuer cet effort. Donc, le premier engagement qu'on avait pris, c'est de solliciter, d'avoir au moins 4 candidatures d'Alumnae au conseil d'administration. Chaque année, on a 8 sièges qui reviennent à l'élection, et donc on avait pris l'engagement d'avoir 4 candidatures, et on en a eu 5 en 2025 et 5 en 2026. Donc cet engagement est rempli. On avait pris l'engagement aussi de faire une formation sur les biais de genre auprès des membres du conseil d'administration. Ça nous a demandé un petit peu de travail. En fait, j'ai été assez surpris de ne pas trouver de ressources en ligne sur cette action-là. Et on a bénéficié de l'aide de Charlotte Jacquemot, qui est référente
à l'ENS sur les questions de l'égalité femmes-hommes, qui nous a beaucoup aidé sur cette formation. C'était extrêmement intéressant. Donc on l'a fait à notre séminaire de formation en juin dernier. On le refera en juin prochain. Un autre engagement qu'on avait fait, c'est d'avoir cette vigilance sur la communication et sur la représentation des femmes que nous, l'association Spécial Uni, portons et diffusons dans notre communication. Et ça, c'est un travail de longue haleine et un travail même de fourmi chaque jour. Et le graphe que je vous présente ici vous montre dans nos lettres d'information mensuelles qui sont un peu la source de toute l'information qui ensuite est déclinée sur le disque Vauclin, dont Pascal s'occupe, mais aussi dans d'autres canaux, sur LinkedIn, etc. Et il faut bien voir que le réseau des alumni de l'ESPCI, c'est 25% de femmes, et on arrive, parce qu'on va chercher l'information, à avoir dans nos communications, dans nos lettres d'information, une représentation qui est au-delà de 40% de femmes. Donc c'est un travail vraiment qui est fait par l'équipe communication, qui est menée par Julien Barrier, 133e. Et comme je vous dis, vraiment c'est un travail de tous les jours. On avait pris aussi l'engagement, en termes de représentation, mais aussi d'un point de vue professionnel, de montrer que les alumni ESPCI occupaient des positions professionnelles qui étaient de grande envergure. Et voilà deux exemples, mais ce soir c'est aussi un exemple de ces tables rondes, de ces conférences qu'on organise et qu'on a organisées et qu'on continuera à organiser sur les aspects vraiment professionnels. Et puis, d'une manière générale, on soutient toutes les actions de communication, de visibilité, comme le gala, par exemple, où Spécial Uni a très fortement soutenu le gala Spécial en février 2025. D'autres exemples, voilà, ça c'est un autre engagement qu'on avait pris. Et puis, on a désigné au sein de notre conseil d'administration un référent qui observe, analyse, mesure et fait un bilan et des rapports régulièrement au conseil d'administration. Et il se trouve que Jean-Yves est la personne qu'on a désignée, et Jean-Yves est en train de nous préparer notre cocktail ensuite. Voilà. Mais c'est un engagement qu'on a rempli. Alors, on a voulu faire assez rapidement, mais quand même, voilà Jean-Yves, merci. Un état des lieux de à la fois le SPCI et le Spécial Uni et le réseau des alumni. Donc voilà l'évolution de la proportion de femmes au sein des promotions d'ingénieurs de l'école. Donc là, on parle de l'école, et vous voyez qu'il y a une variation. On voit aussi qu'il y a une diminution sur les 4 dernières années, probablement due à la réforme du bac. Voilà, ça c'est une donnée, et on a, avec l'école, encore du travail à faire pour essayer d'améliorer ces mesures. Sur le SPCI elle-même aussi, on a une proportion au sein du corps des enseignants-chercheurs qui est aujourd'hui trop faible, 28%, même si on ne voit pas de différence entre les maîtres de conférences et les professeurs. Mais en tout cas, il y a une marge de progrès dans ce domaine-là, même si dans le cadre du repyramidage, les promotions ont été paritaires, voire même en faveur des femmes tout récemment. Donc ça, c'est au niveau de l'école, et au niveau de l'association elle-même. Donc je vais passer rapidement sur les diapos ensuite, mais je voulais quand même vous présenter, parce que je pense qu'il faut aussi prendre conscience et montrer. Donc les femmes, dans les promotions d'ingénieurs spécialistes, l'école a ouvert sa formation d'ingénieur aux femmes en 1917, à partir de la 36e promotion, avec Lucille Sivrac et Aline-Marthe Berline. On a eu 2 promotions qui ont atteint les 50% en 1996 et en 2015. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, sur l'ensemble de notre réseau, de nos membres, c'est 25%, et on a 33% de femmes au conseil d'administration et au bureau. Et alors, moi, j'aime bien cette photo. On voit là Lucille Sivrac en juin 1939. Et ce que je trouve très intéressant dans cette photo, c'est que vous voyez, tout le monde est en noir, sauf Lucille. Voilà, et donc quand on parle de différence, voilà. Et bon, vous voyez, vous avez Langevin ici, Lucille Sivrac est ici, et il faut bien réaliser que 2 mois plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne, et c'est la Deuxième Guerre mondiale qui commence.
Lucille sourit ici, mais 2 mois plus tard, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui commence. Donc voilà Lucille, et voilà Aline Marthe Berline, et ça c'est intéressant parce que c'est un autoportrait, la façon dont elle se voit et elle voulait projeter, vous voyez le regard extrêmement fort de cette deuxième femme, donc de la 36e promotion, première promotion en 1917 de l'ESPCI. Tout récemment, et ça c'est absolument extraordinaire, c'est qu'on a appris que 6 femmes scientifiques associées à l'ESPCI allaient voir leur nom inscrit au premier étage de la Tour Eiffel, dont 3 ingénieurs ESPCI. Vous voyez leur nom ici, Denise Albé-Fessard, Alice Rocoq, qui est sur la droite ici, on ne voit pas son nom, mais elle est ici, Lydie Corp-Miramont, et puis bien évidemment Marie Curie, Irène Joliot-Curie, et puis Pauline Ramart, qui était aussi administratrice de l'ESPCI. Donc ça c'est vraiment tout récemment. Tout récemment aussi, en décembre, on a fêté nos 140 ans, et dans le cadre de ces 140 ans, on a eu les interventions d'Isabelle Raynal, la vice-présidente, d'Hélène Langevin, la petite fille de Marie Curie, de Catherine Devray-Boussin, la petite fille de notre fondateur, mais aussi aujourd'hui à l'ESPCI, et dans notre réseau d'alumni, à l'école, vous avez une présidente de la junior entreprise qui est entre le président avant et la promotion encore avant. Vous avez une présidente du bureau des élèves, et puis on travaille aussi avec Léa Gaonac en particulier pour des questions de transmission et de représentation des femmes scientifiques auprès des enfants de 6 à 11 ans dans l'école élémentaire qui se trouve juste à côté de l'ESPCI. Donc ça, c'était pour l'école et les alumni, mais aussi, très important, c'est que l'école elle-même est dirigée par des femmes. On a eu Danielle Pourteau ici, qui a été présidente de 2005 à 2008, mais surtout, bien sûr, Marie-Christine Mardelet pendant 12 ans, de 2014 à 2026. L'architecture, la nouvelle architecture de l'ESPCI, c'est une architecte Anne Démiance. Et puis on a une directrice des admissions, Sophie Nordez, et la directrice des études, Corinne Soulier. Donc c'était important de montrer ça, et puis bien évidemment, comme vous le savez, Emmanuelle Bouillard a été nommée directrice générale de l'école. Elle prendra ses fonctions à la fin du mois de juin. Donc on va ouvrir une nouvelle ère, je pense, pour le SPCI. Et voilà, je voulais vous montrer cette réalité avec des marges de progression, comme on voit, mais aussi des choses sur lesquelles on peut se réjouir et les travaux qu'on peut faire ensemble et avec l'école. Et je vais donner maintenant la parole à Anna, à Patricia, pardon, qui va nous dire quelques mots. Bonjour, bonsoir. Je suis très contente d'être là. Je suis toujours très contente de venir à l'ESPCI pour plusieurs raisons. D'abord parce que la montagne Sainte-Geneviève, c'est chic et que je visite des tas d'endroits que j'aurais jamais vus sans ça. Mais sans plaisanterie, et surtout parce que c'est la démonstration que quand on est fermement déterminé à bouger, on arrive à faire bouger des choses. C'était vraiment l'objectif qu'on poursuivait en promouvant la charte de la mixité, dont tu as très bien résumé, Sylvain, les objectifs. L'objectif majeur, il est de donner à voir dans les formations les plus prestigieuses de notre pays la place des femmes, et en particulier dans les formations scientifiques, parce que c'est un des sujets qui, après 23 ans d'action de GEF pour promouvoir les femmes dans les postes de pouvoir, dans les entreprises, dans les administrations et en général, il est quand même très triste de constater que dans les métiers qui façonneront le monde demain, qui sont les métiers des sciences, évidemment c'est un truisme, mais évidemment l'IA, mais l'IA c'est pas seulement des performances mathématiques. L'IA c'est la définition d'un nouveau monde qui advient et qui, si les choses continuent comme ça, adviendra sans la moitié de l'humanité. Et ça c'est extrêmement grave d'un point de vue sociétal et ça nous préoccupe évidemment beaucoup. Et ce qui est également grave, c'est que les métiers techniques et scientifiques sont aujourd'hui pourvoyeurs de belles carrières, de beaux salaires,
et qu'il est regrettable que, là encore, la moitié des filles de ce pays ne soient pas également représentées dans des carrières qui leur donneront le plaisir du travail, le prestige, l'indépendance économique. Donc c'est pas seulement la façon dont on voit les choses et dont je porte le message, c'est pas seulement une question d'égalité pour faire joli, c'est aussi une question de place effective des femmes dans la société et dans la part qu'elles prennent au monde. Et c'est cette présence dans les choses du monde qui est capitale et qui fait qu'il est si important que les filles soient orientées vers les métiers scientifiques. Et il est extrêmement triste et choquant de voir à quel point il est difficile de les y attirer et à quel point elles s'en éloignent dès l'âge le plus jeune. Je ne vous refais pas la longue litanie des études qui sont hyper solides et qui montrent que au bout de 3 mois de cours préparatoires, les filles ont déjà décroché, en tout cas dans leur tête, en maths, ce qui fait dire à certains, et je l'ai entendu dans la bouche de quelqu'un extrêmement diplômé qui a un énorme poste dans cette société, enfin dans la société française, je veux dire. Je me demande si ça ne veut pas dire que les filles, le cerveau des filles est moins adapté. Voilà, on est en 2026 et j'entends ce genre de truc. Et j'entends ce genre de truc dans la bouche d'un décideur et d'une personne qui a réellement du poids dans la société. Donc voilà, ça m'attriste. Alors je milite d'autant plus fermement que je vous le dis tout de suite, je suis diplômée d'une école de commerce. Mais je pense que c'est capital. Le deuxième axe, pour que vous sachiez les choses sur lesquelles Grandes Écoles au féminin travaillent, c'est la question de l'argent. L'argent des femmes, celui qu'elles gagnent, celui qui constitue leur patrimoine, mais aussi l'argent dans leur métier, puisqu'il y a dans ce monde un deuxième métier qui façonne l'économie et la société, ce sont les métiers de l'argent, mais le vrai gros argent, pas la direction financière d'une entreprise, aussi jolie soit-elle, c'est le M&A, c'est le private equity, à qui on décide, quelle boîte on décide d'acheter, dans quelle boîte les fonds décident d'investir. Ça façonne le monde et il n'y a pas de femmes. Donc, ou en tout cas, elles y sont dans une période très courte pendant leur carrière. Au mieux, elles y passent leurs premières années et après l'épuisement les gagne et la difficulté à tout concilier les gagne. Voilà, je ne vais pas faire des longs discours, je veux juste vous dire que nous existons depuis 23 ans, nous militons depuis 23 ans, nous travaillons main dans la main avec des patrons, avec des politiques et c'est très important pour nous ce rôle d'influence pour que les femmes qui en ont manifesté le désir quand elles se sont appuyées des prépas et qu'elles ont travaillé aussi fort, c'est qu'elles en avaient le désir et qu'elles en ont les capacités, pour que ces femmes-là prennent toute leur place dans la société et que, moi je suis arrivée à GEP il y a 20 ans quasiment, je constate qu'il y a toujours des sujets à porter et des combats à mener. Je vous remercie, puisque vous êtes là, de les porter aussi. Nous avons besoin d'être nombreuses. Et encore une fois, je suis très fière d'être là et c'est impressionnant tout ce que vous avez fait. Je suis ravie. J'en reviens l'année prochaine. Merci beaucoup, Patricia. Bonsoir. Moi, je suis Anna Cizaruk, donc je suis membre du conseil d'administration de l'ESPC Alumni et je suis aussi membre de la 136e promotion, donc la 100e promotion mixte de l'ESPC. Chouette anniversaire. En l'occurrence, donc, je suis très heureuse d'animer cette table ronde ce soir. Je suis aussi directement touchée par la problématique, puisque donc moi je suis diplômée depuis 4 ans, donc encore jeune diplômée. J'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur de recherche dans la physique quantique, et je ne le suis plus, j'ai quitté la recherche, j'ai quitté la physique. Je suis toujours ingénieur, pas d'inquiétude, je suis toujours dans la tech, mais je travaille pour l'électronique durable, voilà, et je ne suis plus en France non plus, ce qui est aussi un autre sujet des talents qui partent, mais je suis en France ce soir et je suis avec vous. Et je suis très heureuse de vous introduire du coup nos 3 intervenantes qui ont accepté. Donc j'ai à ma gauche Fatima Bakhti, donc vous êtes directrice programme de livraison projet client chez Nokia et vous êtes surtout présidente de l'association nationale Femmes Ingénieurs. Femmes Ingénieurs qui contient aussi l'Observatoire des femmes d'ingénieurs, qui est une mine d'or en termes de données sur les femmes d'ingénieurs. Nous avons aussi Hélène Bouchia, donc vous êtes directrice de recherche CNRS, vous êtes surtout académicienne, et en l'occurrence, vous avez présidé le groupe de travail Femmes et Sciences, et qui a rédigé du coup très récemment
le rapport qui s'appelle Science, où sont les femmes? Merci. Et enfin, nous avons Laure Darcos. Donc vous êtes sénatrice de l'Essonne et vous êtes membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat, qui a aussi, du coup, dernièrement créé le rapport qui s'appelle XX égale XY, féminiser les sciences, dynamiser la société. Donc merci à vous d'être là ce soir. Donc, je n'hésiterai pas à compléter votre présentation si je n'ai pas tout présenté. Et on peut directement enchaîner sur notre première question, qui est donc... en fait, j'ai pas le clicker, mais... Ah si, là, je l'ai. Ok, merci. Qui est la question de base. Patricienne a déjà très bien introduit la première question, qui est pourquoi c'est un sujet important, en fait, c'est la mixité dans les sciences. Ce clicker ne marche pas. Merci. Oh. Donc, quelle est la jeunesse de ces rapports? Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est important à l'échelle de la société? Et pourquoi c'est un sujet qui est important aujourd'hui? On va pas hésiter à m'interrompre. D'accord, oui. Alors effectivement, c'est vrai que pour moi, c'est une question presque incongrue parce que la mixité dans les sciences, c'est comme la mixité dans l'art, dans la culture, partout, qu'est-ce qu'on dirait finalement si on allait au cinéma, il n'y avait plus d'actrices. Enfin voilà, c'est quelque chose, bon, c'est 50% de la population. Petit à petit, c'est vrai que les femmes dans l'histoire, elles ont eu du mal à arriver dans tous les domaines. Et finalement, la science en France n'était pas la plus mal lotie par rapport à, disons, ce qui se passe dans le monde. On avait même un petit peu d'avance. Et puis là, c'est quand même, bon, au mieux on stagne, et dans certaines matières, on a tendance même à décroître, et dans certains cas même peut-être à dégringoler. Alors c'est vrai que c'est très troublant. Alors il y aurait des tonnes de choses à dire, enfin je sais pas, on peut résumer en trois choses. Il y a effectivement, on a parlé de l'éducation, des stéréotypes, de la visibilité, des carrières, etc., des modèles. Alors là, moi je voudrais parler peut-être plus finalement les sciences. Enfin moi ces femmes qui ne suivent pas, qui ne font pas des études en sciences, en fait, personne ne les... Bon, pourquoi est-ce qu'elles font ce choix? Et en fait, pour moi, à la base de tout, peut-être que je me trompe, c'est que les sciences ont très mauvaise cote en ce moment. Les sciences vont mal, elles sont considérées... Enfin, moi, je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux, je suis complètement nulle, mais de façon générale, cette image des sciences... Elles sont au mieux austères, ennuyeuses, polluantes, destructrices, énergivores, et puis prétentieuses. Voilà, elles ont tous les défauts. Alors que, paradoxalement, on est dans une société... Alors, on parle de technologie, on parle de l'IA, on pourrait parler aussi des iPhones, de toute la quincaillerie qu'on travaille avec nous, et finalement, on y est attaché. Et des fois, je vais dans ça m'est arrivé d'aller dans des réunions, on dit beaucoup de mal des sciences, etc. Et moi, j'ai envie de me pointer avec un sac poubelle en disant, mais écoutez, allez-y, mettez votre portable là-dedans, parce que c'est vraiment une vraie cochonnerie, en fait, ce truc. Et je voudrais savoir combien j'en aurai à la fin. Et je mettrai le mien en premier sans problème. Mais voilà, donc c'est ce paradoxe de la société. Et en fait... Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que les sciences, elles ont des défauts. Les défauts dont j'ai parlé, ils existent, mais avant tout, elles sont belles et elles sont intéressantes et elles sont nécessaires, ne serait-ce que... on a comme envie, on est dans un monde, on voit, on écoute, on a envie de comprendre comment ça marche. Et ça, c'est fantastique. Et peut-être aussi que c'est ça moi je sais pas, la première chose qu'on devrait se rappeler quand on fait des sciences. Alors c'est vrai qu'il y a un apprentissage, partout il y a un apprentissage. Quand on fait de la musique, c'est terrible, il faut apprendre à lire les notes, c'est au moins aussi rébarbatif que de faire des maths. Et finalement, la musique a plutôt bonne presse.
Les arts, c'est pareil. Il y a toujours un apprentissage. Alors, donc ça, il faut quand même penser que les sciences, je dirais, en argumentation belle et intéressante. Et alors en plus, il y a tout. Alors c'est vrai que les sciences, on les accepte quand même. On dit dans certains domaines, la biologie, la médecine, oui, il y a des progrès, c'est bien, les gens quand même vivent plus longtemps. Mais tout ça, ça vient d'où? Il y a toute une progression. Et c'est vrai que en médecine, on utilise beaucoup d'appareils très sophistiqués. Et derrière tout ça, il y a de l'instrumentation, il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a des mathématiques, il y a énormément de choses. Et donc, comprendre l'univers, c'est aussi quelque chose de fantastique. Donc, voilà, donc c'est cette image des sciences. Alors, pourquoi cette image des sciences est si mauvaise? Alors, bon, moi, les réseaux sociaux, j'y connais rien. Mais par contre, l'enseignement est effectivement un point. C'est que on a l'enseignement des sciences. Moi, depuis que j'ai des enfants, j'ai vu les heures baisser. J'ai vu les professeurs finalement de plus en plus mal formés. On a fermé les IUFM, qui étaient quand même des choses qui fonctionnaient. Et donc la formation scientifique des professeurs des écoles s'est énormément dégradée. Bon, ça, c'est un des points. Après, voilà, bon, je commence comme ça, enfin, parce que là, je crois que j'ai déjà trop parlé. Merci. On pourrait parler pendant 1 heure, mais je pense que la première chose que je veux dire, c'est que les sciences sont belles et intéressantes. Alors, moi, pourquoi cette question est essentielle? Je suis un pur produit du traumatisme des mathématiques. J'ai dû m'arrêter en CM2 à peu près, de comprendre, parce que j'ai eu pas, après aucun professeur qui m'a poussé à faire des maths. Mais il se trouve que dans ma vie d'élu, je me suis retrouvée à être élue sur le plateau de Saclay, comme conseillère départementale d'abord, puis comme sénatrice. Et là, j'ai rencontré des femmes extraordinaires dans tous les domaines. Cette pépite que le monde nous envie. D'ailleurs, quand je vais à l'étranger, je dis jamais que je suis élue de l'Essonne. L'Essonne, ils ne savent pas. Je dis Paris-Saclay. Et donc, tout de suite, ils comprennent. Et en fait, je suis vice-présidente de la délégation aux droits des femmes depuis 2017. J'avais vraiment envie de faire ce rapport depuis très longtemps, aussi pour des raisons, de valorisation de la femme. Je suis arrivée au moment de MeToo, comme à la délégation aux droits des femmes. Et je trouvais, bien sûr que c'était très important, on a fait MeToo dans tous les secteurs professionnels, milieux sociaux et autres, mais j'avais envie aussi qu'on puisse avoir un message très positif de valorisation des femmes battantes et qui réussissent. Et c'est aussi ça que je voulais aussi véhiculer lors de ce rapport. Et mon détonateur, ça a été en effet mon grand ami Jean-Michel Blanquer, qui ne le reconnaîtra jamais. Et donc sa fameuse réforme du lycée. Mon fils était déjà grand depuis un moment, donc il n'était plus à l'école. Et c'est une association, Femmes et Maths, Mélanie Guéné, qui un jour m'appelle en disant « On est déjà à 2 promotions avec cette réforme du bac, c'est une catastrophe. » Pour les filles, mais même pour les garçons, en fait, puisque du coup, plus de maths dans le tronc commun en première et terminale. Quand j'ai posé la question à l'actualité à son successeur, Pape Ndiaye, Elisabeth Borne était première ministre. Je vous assure, comme dans un Tex Avery, j'ai cru que ses yeux allaient sortir de son orbite. Elle avait la langue pendante, elle est venue me voir, elle m'a dit « Mais c'est pas possible, Laure !» J'ai dit « Mais si, mais vous non plus, vous avez pas d'enfants au lycée. » Et oui, c'est le cas. Donc elle l'a convoqué le lendemain et ils l'ont remis en première, mais ça ne sert strictement à rien, puisque du coup, de toute façon, après, pour être en terminale en maths spé, c'est très très compliqué. Mais ça a servi à une seule chose, c'est qu'on a eu à un moment donné cette planète alignée quand Elisabeth Borne est devenue ministre de l'Éducation nationale et Sylvie Retailleau, ancienne présidente de l'Université Paris-Saclay, rue Descartes. En fait, vraiment, on a senti à ce moment-là cet alignement pour pouvoir vraiment travailler sur ces sujets. Et je vais y revenir après, mais comme nous, on a fait notre rapport tout au long de la vie d'une petite fille et ensuite d'une jeune fille et ensuite d'une femme accomplie, les programmes de formation des professeurs est en train de changer. On a aussi un sujet qui paraît anodin, mais qui est extrêmement grave dans les manuels scolaires,
Il y a une labellisation maintenant des stéréotypes de genre. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en blouse blanche, c'était un homme. La fille était forcément infirmière. Et donc, voilà, et le chercheur, c'était l'homme. Et là, aujourd'hui, ça a beaucoup, beaucoup progressé pour la labellisation des manuels. Et puis ensuite, bien sûr, tout au long du parcours scolaire. Mais c'était très important. Et en effet, en voyant toutes ces femmes très méritantes du plateau de Saclay, j'avais l'impression qu'il y avait en effet, et on l'a vu, même en 10 ans, moins de femmes dans ces milieux-là. Et donc, on a voulu s'y atteler. Et je suis contente de retrouver Hélène, puisque nos premières auditions, ça a été bien évidemment l'Académie des sciences, puisqu'elles venaient de sortir, en effet, leur rapport avant le nôtre. Donc voilà, j'en reste là pour le moment, mais ça a été vraiment très important, très intéressant. Ça ne doit pas forcément déboucher sur une loi, sauf si on est amené à changer, on en parlera tout à l'heure, peut-être des quotas, parce que ça c'est un peu plus compliqué. Mais c'est d'abord avant tout, ce qu'on fait ce soir, c'est de sensibiliser tout le monde. Et on a rencontré des associations, notamment de femmes, qui, elles, ont réussi et qui donnent beaucoup de leur temps personnel, en plus de leur vie professionnelle, leur vie familiale, pour aller justement porter cet entrain, cet enthousiasme d'aller vers ces filières scientifiques pour les jeunes filles. Et ça, je suis persuadée, il faut le faire dès le plus jeune âge, bien sûr en primaire et au collège. Le lycée, c'est déjà trop tard. Et aujourd'hui, on a un vrai manque au niveau de l'orientation. Et moi non plus, j'aime pas les rôles modèles, mais en tout cas, des femmes inspirantes, il en faut vraiment de plus en plus pour leur montrer que c'est possible. Mais j'en parlerai après des classes prépa. Peut-être en complément, parce que beaucoup de choses ont été dites. Donc, moi, je suis présidente de l'association Femmes Ingénieurs qui a 43 ans, plus jeune que moi, mais voilà, 43 ans. Et nous avons la conviction que la mixité est source de richesse et de performance. Source de richesse, c'est prouvé par de multiples études. Et on voit bien que pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous avons des enjeux énormes, mondiaux, liés à toute la technologie. Il y a énormément de choses qui façonnent le monde et on ne peut pas le façonner en faisant fi de la moitié de la population. Donc, sur ces métiers-là où il y a encore moins de femmes, c'est encore plus criant. Vous savez, l'IA, les algorithmes qui les définissent. On avait déjà dans le passé, dans les voitures, vous savez que lorsqu'on faisait des crash tests, on a découvert qu'en fait, le profil qui était testé, c'était le profil d'un homme. On ne testait pas les femmes. Donc, il y a plein de choses où finalement, il est nécessaire de tenir compte de la moitié des femmes. Donc ça, c'est une richesse. Et nous, dans nos actions, il faut atteindre un minimum. On sent qu'à partir de 30%, il y a une mixité qui s'installe. Et on est, dans certains cas, très très loin. Alors, je veux redire, moi, je suis docteur-ingénieur et je suis dans les télécoms. Donc, ce que je dis aux jeunes, quand vous avez des jeunes qui vous disent « Bon, ça m'est arrivé, madame, ton métier, de toute façon, tu pollues la planète avec tes data centers. » Moi, j'ai commencé, il y avait la 2G, on pouvait aller prendre un café, quand on envoyait un mail, on revenait. Maintenant, si en microsecondes, ça ne se fait pas, il n'y a pas de film, c'est une... Et en fait, je leur dis, c'est une question de sobriété, en fait. Voilà, ok, toute invention technologique, scientifique est fabuleuse. Maintenant, c'est la façon dont on l'utilise, c'est comme tout. Donc, voilà. Donc, pourquoi c'est important? Parce que nos enjeux aujourd'hui, notamment l'IA, notamment toutes les technologies, l'environnement, tout ce qui est voiture électrique ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas les femmes, déjà, bon, sur la performance, mais également sur... Je finirai là sur les métiers, on en a parlé, les salaires. Moi, j'ai commencé, je suis ingénieure parce que mes parents étaient analphabètes, ouvriers, maman ne travaillait pas et je voulais un métier qui permette de gagner un bon salaire. On m'a dit, fais ingénieur, ça va être bien. Et là, je me retrouve dans d'autres pays du Maghreb où finalement, j'étais en France, je suis née en France, mais il y a d'autres métiers dans le monde où il y a plus de femmes parce que ce sont des métiers aussi qui sont considérés comme émancipateurs, des bons métiers. En France, pas trop. Alors que, voilà, moi, c'était mon moteur.
Et ça, il ne faut pas le sous-estimer parce qu'on peut faire des carrières, on peut avoir des bons salaires sans être mirobolant, mais beaucoup mieux que certains autres. Et je ne vois pas pourquoi on donnerait ça aux hommes, quoi. Pourquoi on leur laisse, hein, on ne veut pas leur piquer leur métier, leur salaire. Par contre, on veut notre part et on veut y être. Voilà. Donc, ce n'est pas contre les hommes, c'est pour les femmes ensemble. Voilà. Merci à vous. On a des super bases pour commencer la suite de la discussion. Donc on sait pourquoi c'est important et c'est un sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc on va continuer directement les pieds dans le rapport là, avec la deuxième question qui est... en fait moi j'ai été très étonnée et surprise positivement de voir que c'est les premiers rapports qui sortent qui mettent un lien direct, qui a une corrélation directe entre les climats de violence sexiste et des climats plutôt masculins et l'absence des femmes dans les sciences. Donc ça fait des années que les femmes en parlent, mais pas si souvent. C'est assez récent qu'on nous entend. Donc, je suis assez jeune, mais je parle de génération d'avant, moi. Donc c'est une super nouvelle, mais du coup maintenant qu'on le sait et que c'est acquis, qu'il y a une corrélation directe, qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment est-ce qu'on y remédie à ces problèmes de violence sexiste et de climat de toxicité masculine? Moi, je vais être brève parce que je ne suis pas la meilleure personne pour parler de cela, parce que bon, personnellement, moi, j'en ai pas du tout souffert, et j'étais dans un milieu pourtant qui était plutôt bienveillant par rapport aux femmes, même si elles étaient relativement un peu présentes. Mais effectivement, bon, moi je dirais, j'ai plutôt plus souffert des problèmes d'invisibilité qui sont assez et puis peut-être des problèmes de biais dans les recrutements. Par contre, alors au niveau de la vie quotidienne, est-ce qu'il y a vraiment une corrélation si forte que ça entre le fait qu'il y ait très peu de femmes dans un environnement et le fait qu'elles vont donc subir plus de violence? Parce que moi j'avais l'impression que les femmes qui souffrent le plus autour de moi, c'est dans la médecine justement, ou dans la biologie, les femmes où elles sont assez présentes, et peut-être que là elles sont considérées comme faisant une concurrence plus forte par rapport aux hommes. Enfin voilà, moi je voudrais être sûre que cette corrélation est bien entre le fait qu'il y ait peu de femmes dans une profession et le fait qu'elles se fassent plus harceler. Pour moi, c'est pas clair du tout. C'est pas forcément du harcèlement, hein, ce que veut dire Anna. C'est le climat. Et le climat, il commence très tôt, on l'a dit. C'est l'autodétermination en fait, dès le CP. Vous connaissez l'exemple classique devant les formes géométriques. On dit aux filles que c'est un exercice de dessin, elles réussissent. Si on leur dit que c'est des maths, elles échouent. Et en fait, c'est leurs professeurs, c'est les parents, c'est tout l'environnement qui, du coup, d'une certaine manière, les autodétermine déjà les garçons et les filles à faire des choses différentes. On a eu des auditions de sociologues qui nous ont vraiment mis par terre sur des choses complètement contre-intuitives. C'est vraiment dans les strates de la société CSP+, même parfois d'ingénieurs, qu'on va continuer à vouloir pousser la carrière des garçons plutôt que les filles. Et alors qu'en effet, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, leur dire que c'est une émancipation économique au-delà de l'attrait, en plus d'un vrai métier, en fait, il y a beaucoup de parents qui ne le disent pas. Alors qu'à l'inverse, si vous prenez un couple d'agriculteurs, à partir du moment où ils sont sûrs que les enfants ne reprendront pas l'exploitation familiale, vont pousser autant leurs filles que leurs garçons à aller loin dans leurs études, à une exception près, et on en arrive un peu du coup déjà au problème des violences sexistes ou sexuelles, c'est la peur de lâcher leurs petites jeunes filles à 17-18 ans, seules dans des métropoles, où là on a vu qu'il y avait un problème criant d'internat pour les filles, et d'endroits où elles vont se sentir entre elles un peu en sécurité. Ça c'est le premier point pour les études de prépa. On a, nous, préconisé, dans notre rapport, ce qui a fait un petit peu bondir, des moments non mixtes. Ce n'est pas des études non mixtes, mais des moments non mixtes. Pourquoi ?
parce qu'on s'est rendu compte que dans certains exercices, bien évidemment, c'est pareil en politique, je peux vous rassurer, c'est les garçons qui prennent toujours la parole et qui monopolisent en fait le challenge de l'exercice, etc. Et en fait, du coup, les filles ont du mal à prendre leur place. Et donc d'avoir des séquences non mixtes, ça peut leur permettre du coup d'avoir des moments à elles. Et dans certaines écoles, ils pensent même à des classes étoiles en fait non mixtes, en disant ça pourrait vraiment les avantager. Donc je pense que c'est très bien. Après, bien évidemment, il y a de vraies violences sexuelles et sexistes dans les grandes écoles. On a vu certaines assez publiques, mais je dois dire que les directeurs d'école ont pris ça à bras-le-corps. Mais je pense que ça a dû sûrement en dissuader beaucoup d'aller vers ce moment extrêmement de compétition, violent, voire sexiste. Et je voulais juste te dire un truc qui nous a bouleversés. Dans nos auditions, on a auditionné plusieurs professeurs de laboratoire, et on avait auditionné quelques temps plus tard une jeune femme qui nous a dit qu'elle s'était arrêtée pour son congé maternité. Et en fait, une des personnes qu'on avait auditionnées avait été son maître de laboratoire et avait signé à sa place son rapport pendant qu'elle était en congé mat. Et elle m'a dit que ça se faisait malheureusement régulièrement. Et ça aussi, c'est de la violence sexiste, bien évidemment. C'est de profiter de ces moments, donc c'est compliqué pour des femmes. Et moi, j'en ai vu finalement énormément qui voulaient se réaliser familialement, en même temps que leur carrière professionnelle, de se dire que pendant le temps où on va être absent, ces travaux qu'on a mis des années à accomplir vont peut-être être volés, spoliés par un maître de laboratoire qui va juste te dire estime-toi heureux que tu sois en bout de page et qu'on t'ait cité. C'est absolument terrible. Et donc ce genre d'expérience, on l'a eu à plusieurs reprises dans des témoignages, et même à Paris-Saclay, quand j'avais réuni pas mal de vraiment personnalités très fortes à l'ENS. Elles ont parlé d'invisibilité, pas vraiment de violence, puis au fur et à mesure, en fait, entre elles disaient ouais, enfin quand même, si, non mais tu te souviens de la réaction quand même que pouvaient avoir nos professeurs hommes, c'était pas normal. Et en fait, entre elles se rendaient compte qu'elles s'en étaient pas rendues compte il y a 20, 30, 40 ans. Mais au fond, c'était déjà, d'une certaine manière, du sexisme si c'était pas plus violent. Donc oui, c'est un vrai sujet, et donc du coup, nos rapports au moins mettent ça en valeur. Juste apporter un complément, en fait, peut-être plus dans l'entreprise, parce que pourquoi c'est important, j'ai 2 exemples. Donc nous, chez Femmes Ingénieurs, avec beaucoup d'associations, on va promouvoir les métiers, donc on est super contente et fière quand une jeune fille dit « je vais faire de la cybersécurité », on dit « waouh, on a gagné ». Puis la personne, elle y va, et puis 6 mois après, elle vous appelle, elle dit « je suis partie ». Un exemple très concret, cet été, voilà, au mois d'août, je rencontre une jeune fille qui me dit « je suis partie, c'était sexiste, on m'a pas aidée, quand je suis allée me plaindre, eh bien, on m'a dit bah, « qu'est-ce que tu veux ma pote dame, c'est comme ça ». Voilà, c'est exactement ce qu'il faut arrêter, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de programmes dans les entreprises de diversité et d'inclusion, notamment dans la tech, en tout cas, c'est-à-dire que on est tous porteurs de biais sexistes, moi, vous tous, et plus ou moins, et en fait, il est important de sensibiliser, de mettre en place de pouvoir identifier, de pouvoir aider, et ça, c'est pas fait partout. Et ça, c'est le début, parce que ces biais, ils existent. Je redonne un deuxième exemple. J'ai un ami cher qui me dit, en fait, qui est dans l'automobile et qui me dit, quand je repense à ce qu'on disait il y a 10 ans, il y avait une femme qui arrivait, on lui disait, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire ici? Tu bricoles pas ta voiture le samedi comme nous, donc en fait, t'aimes pas l'automobile, donc en fait, t'as rien à faire dans l'automobile. Un truc aberrant, c'est pas parce qu'on est passionné le dimanche d'automobile qu'on doit être que ça nous exclut parce qu'on veut pas le faire. Donc tous ces biais, c'est fondamental, elles existent plus ou moins, et je crois que nous, les femmes, on n'a pas envie non plus d'aller au combat tous les jours. C'est-à-dire qu'on va au boulot, on a notre charge mentale, tout ce qu'on a à faire, on va au boulot, et il faudrait en plus de notre travail, qui est passionnant, qu'on gère
toute cette remarque qu'au café, on remette chacun dans ses bottes, qu'on mette des baffes entre guillemets en réunion en disant laisse-moi parler, c'est lourd. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas et qui ne se sentent pas soutenues. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et ce qu'il faut faire? Donc, déjà, c'est d'avoir un environnement et que l'entreprise, culturellement, elle impose ça, mais aussi que ce soit suivi de faits. Et j'en appelle aux hommes, il y en a dans cette salle, c'est qu'en fait, nous, c'est fatigant de porter ce combat. Pourquoi c'est nous qui devrions nous battre? Alors, pourquoi? Donc, aidez-nous davantage. Comment? Déjà en suivant des formations au biais sexiste, vous en avez parlé, c'est fondamental. Moi, dans mon entreprise, c'est super. Il y a des formations et les gens découvrent des situations qu'ils n'imaginaient pas être sexistes. Ils se disent ah mince. Et donc, c'est accompagner et les hommes d'intervenir. Voilà. Nous, ça nous fatigue. Et quand ça nous fatigue, on s'en va. Et donc, le fait de quitter donc, le tuyau percé que vous aviez bien mis en avant dans le rapport du Sénat, le tuyau percé, il n'est pas percé parce qu'on a envie de le percer, hein, il est percé parce qu'on renonce. Et on se dit, c'est pas possible. Et on met aussi, je finirai là, il y a des stratégies qu'on met en place, il y a des femmes qui le font bien, et c'est une sorte de sororité. Voilà, quand vous êtes en réunion, que vous voyez que ces messieurs sont en train de... On se donne la balle, on se dit, ah tiens, au fait... non, on se passe la parole parce que sinon on l'a pas forcément. Et encore une fois, tout le monde n'a pas envie de se battre et de devoir toujours être sur le qui-vive et de remettre tout le monde à sa place. Et beaucoup de jeunes qui n'ont peut-être moins l'habitude de ça se disent bah non, c'est pas fait pour moi, alors que c'est absolument fait pour elles. Attends, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ça. La seule chose, c'est que je voudrais savoir si les sciences ont quelque chose à voir avec ça. C'est-à-dire, est-ce que, j'imagine la politique, de tout ce que j'ai entendu dire, j'ai quand même l'impression que par rapport à ce problème-là, je suis plus confortable en tant que scientifique qu'en termes de femme politique. Je pense que je pourrais peut-être le confirmer. Le milieu du spectacle, c'est pas mieux. Le milieu du sport, c'est pas mieux. Alors, en fait, le problème, c'est qu'on a affaire à l'enseignement. Je pense que c'est compliqué. La médecine, c'est affreux. Voilà, donc pour moi, c'est un problème de société qui est très général. Et le seul petit bémol que j'apporte à tout ça, c'est que, oui, les sciences ne sont pas du tout à l'abri de ces problèmes-là, mais malheureusement, ils sont partout. Et donc, c'est vraiment un problème social, et je voudrais savoir qui est à l'abri, en fait. Je réponds à Hélène. La différence entre la politique ou même le spectacle ou ces milieux-là, vous y rentrez, entre guillemets, par passion, en dehors de votre formation et de votre vie professionnelle. Ce qu'on dit là, c'est que à niveau égal et à cerveau égal, à la différence de ce que peuvent penser la personne très haut placée qui vous l'a dit, les femmes ont autant, les filles ont autant le droit que les garçons d'accéder à cette excellence d'études. Et donc, c'est ça qu'on remet en cause. Après, c'est vrai que, du coup, je vais parler des fameux quotas, parce que y a 40% des filles qui, sur Parcoursup, vont s'inscrire dans des études scientifiques de prépa, avec prépa intégrée ou prépa. Elles ne sont que 20% à la rentrée. Ça veut dire que déjà, il y en a déjà 20% qui ont le syndrome de l'imposteur, se disent « j'ai pas coché toutes les cases, et donc je ne suis pas fait pour ça ». 20%. Et donc nous, ce qu'on veut, j'ai discuté, ça a été notre dernière audition qui était passionnante avec des jeunes filles de prépa à côté, Louis Legrand, donc pas la pire. Quand on a testé sur elle cette idée de quota, notamment entre la première et la deuxième année, c'est-à-dire de leur dire, vous avez le niveau, puisque vous avez réussi à rentrer en première année, mais on vous fait passer systématiquement en deuxième année. Parce que vous avez le niveau, mais on va vous pousser, et vous allez être à 20%. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour la génération suivante. Parce que comme tu l'as dit, Fatima, c'est à 30%
qu'on arrive, entre guillemets, non pas à une parité, mais qu'on peut arriver à installer un véritable équilibre entre les garçons et les filles. Et donc se dire, vous faites ça pour les autres. Nous, on a fait la même chose en politique. Je vois, quand on est arrivé la parité, on avait l'impression de ressembler à des quotas laitiers. Hein, bon. Et je peux vous dire que les hommes ont tout fait pour avoir, en première génération, plutôt des faire-valoir, qui ne disaient rien, Mamie Nova, comme ça leur faisait pas d'ombre. Mais nous, deuxième génération, ça nous a énormément poussé. Et on s'est dit, si elles y sont arrivées, c'est que nous aussi. Mais c'est une grosse différence. C'est que c'est pas une capacité intellectuelle. C'est une force de caractère d'y arriver. C'est pas toujours évident. Moi, j'ai dû affronter tous les hommes de mon département parce que je voulais pas être à la place du mort et j'y suis allée toute seule. Et j'ai eu vraiment des propos très sexistes, hein, du genre, moi j'ai pas pris 1 gramme en 6 ans, j'adore, versus mes 25 kilos de ménopause, c'était absolument génial. Mais ça a beaucoup plu aux femmes électrices, vous voyez, donc c'est pas grave, c'était plutôt bénéfique pour moi. Donc avec des propos en 2023, 2024, vraiment super. Donc on doit se battre tous les jours, mais c'est une passion de vocation, ça n'est pas, entre guillemets, intellectuel. Et c'est ça qui me gêne, c'est que dans les sciences, on devrait, à cerveau égal, à niveau égal, pouvoir être autant de femmes que d'hommes. Et à l'inverse de ce que vous dites, Hélène, c'est que depuis le Covid, il y a une attraction pour les sciences, on a redécouvert les sciences. C'est d'où mon effondrement permanent de voir que la loi de programmation de recherche, au lieu d'être comme ça, et je l'ai portée pour le budget. Mais en fait, parce qu'on devrait, depuis le Covid, avoir montré que les chercheurs, et il y a une fascination de la population française. D'ailleurs, à un moment donné, il y avait 66 millions de spécialistes du Covid. C'était très, 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 très embêtant. Nous, on nous demandait de prendre position pour ou contre le flou de Marseille. Je leur disais que je n'étais pas vraiment totalement habilitée à savoir si sa molécule était la bonne. Mais ça, je dis ça en rigolant, mais honnêtement, on a redécouvert nos chercheurs. Et c'était passionnant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, et peut-être de jeunes, qui ont eu cette vocation en voyant en fait ce qui s'est passé pour le Covid, qu'on avait l'ARN messager dans nos laboratoires, qu'on les a laissés partir. Enfin, vous voyez, il y a quand même, à mon avis, une appétence pour la culture scientifique, qui est aussi importante en fait que les rôles modèles. Exponentielle à la radio, ça m'impressionnait. Ça fait le lien directement avec le prochain sujet qui est celui du tuyau percé, puisque effectivement je pense que le problème du sexisme est dans tous les milieux, mais en l'occurrence à chaque milieu, ces solutions qui sont assez spécifiques. Et en l'occurrence il y a des raisons très spécifiques qui sont bien exprimées dans les rapports qui expliquent pourquoi on a cet énorme phénomène tuyau percé. Donc le tuyau percé, c'est, pour petite explication, donc c'est déjà suffisamment difficile, on l'a compris, d'arriver jusqu'en école d'ingénieur. Et en fait, tout n'est pas fait à ce moment-là. En fait, on a un facteur 2 de femmes qui entrent début de leur carrière. Et pas qui ne la terminent pas, mais qui ne sont plus partie des sciences après. Donc par exemple, dans le cas des doctorantes, elles sont 44% de doctorantes sur toutes les thèses. Et il y a 24% de femmes qui ont des postes en recherche. Donc voilà, c'est divisé par 2. Donc c'est ça, le phénomène du tuyau percé. Et comment est-ce qu'on fait? Du coup, là, les solutions spécifiques liées à la science pour essayer d'améliorer les recrutements et la poursuite de carrière. Oui, ça, pour moi, il y avait une corrélation qui est très forte entre ce problème de tuyau percé et ce problème de recrutement. Le fait que les carrières sont de plus en plus longues, en fait, disons, avant d'avoir accédé à un poste qui est un vrai poste, c'est vrai que là, il y a le modèle anglo-saxon qui s'est imposé avec ces post-doctorats de plus en plus longs. Alors, c'est vrai que là encore, il y a une diversité de domaines. C'est vrai que le tuyau percé, il existe dans toutes les disciplines. Alors, il est plus visible dans les disciplines où au départ, il n'y a pas beaucoup dans ce qu'on appelle les sciences dures, parce qu'on part avec des effectifs qui sont quand même, disons, plutôt nettement inférieurs à 50%, enfin 30-35% en dépendant des matières. Et là, effectivement, on en voit une proportion non négligeable, je dirais au moins 30 à 40% qui disparaissent entre le doctorat et puis
Le fait même de, je parle même pas d'avoir un poste, mais le fait même d'être là pour se présenter candidat à un poste. Et c'est vrai que c'est très visible dans ces matières-là. Ça existe dans tous les domaines. Et c'est vrai que là, il y a... Mais pour moi, là, il n'y a pas de miracle. C'est effectivement la politique... malheureusement, moi, j'ai quand même l'impression que les politiques, pour eux, pour des raisons diverses et variées, les sciences, enfin, disons, de façon générale, la recherche n'est pas considérée comme une priorité par aucun parti politique. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Et alors, il y a eu effectivement cette loi de programmation, mais pour moi, elle était d'ailleurs, c'est à partir de cela qu'on s'est mobilisé, nous les femmes, à l'Académie, parce que l'Académie soutenait très fortement cette loi de programmation. Et nous, on trouvait qu'elle était justement bourrée de lacunes, et en particulier sur ce problème-là. Et bon, il y avait toute cette discussion, alors, de toute manière, qui n'a plus lieu d'être, parce que c'était sur les fameuses chaires juniors, mais qui de toute manière sont devenues tellement marginalisées qu'on peut pas. À l'époque, on pensait que c'était pas bon pour les femmes. Maintenant, ce n'est bon pour personne, puisque c'est presque inexistant. Mais expliquez ce que c'est pour. Oui, alors oui, alors c'est ça. C'est que c'était une réforme dans la LPR qui était bien. C'était refaire venir des personnes françaises de l'étranger et leur faciliter. Oui, alors leur donner une carrière un peu plus rapide. Et donc on pensait notamment aux femmes. On pensait aux femmes, bon, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu, de manière, ces chaires juniors, c'est resté très marginal, mais finalement, c'est vrai qu'il y a, bon, quand on voit elle correspondait finalement à boucher un trou, c'est-à-dire effectivement la possibilité de rentrer à différents niveaux de la carrière dans ces professions-là. Et alors il y avait des possibilités avant, ces possibilités ont diminué, mais de façon générale, on a un déficit. Alors je vais plutôt parler des enseignants-chercheurs, parce que finalement la majorité des chercheurs sont en fait des enseignants-chercheurs en France. On a 10 fois plus que dans si je prends le CNRS, même ce qu'on appelle les grands établissements. Et on voit malheureusement, depuis 10 ans, leur nombre décroît très très sensiblement. Et d'ailleurs, si on extrapole, on a moins l'impression qu'il n'en a plus du tout. Alors que le nombre d'étudiants, alors maintenant, effectivement, on peut utiliser le fait que le nombre d'étudiants aussi commence à décroître. Mais ce n'était pas le cas. À un moment donné, on avait vraiment une situation où le nombre d'étudiants augmentait, et puis le nombre d'enseignants-chercheurs diminuait. Et là, moi, je vois mes jeunes collègues qui se retrouvent à faire des heures supplémentaires, attention, des heures supplémentaires non rémunérées, dans la plupart des cas, parce qu'il n'y a personne pour assurer. Alors, on embauche de plus en plus de vacataires, et là, bon, j'ai pas entendu parler, les universités sont exsangues. On parle de Paris-Saclay, cette université si extraordinaire, qui a quand même un déficit, qui a un déficit au-dessus de 10% quand même. Alors, on se demande qui va le combler, comment il va être comblé, parce que normalement, elles n'ont pas le droit. Et puis, au niveau des postes, on a des postes au compte-gouttes dans tous les domaines. On en est là quand même. Et je n'ai jamais vu, malheureusement, depuis... alors, même cette fameuse loi qui proposait de donner de l'argent, en fait, elle ne donnait pas du tout d'argent pérenne, elle ne donnait pas du tout le nom. Je crois que le mot poste, il n'était même pas... Moi, j'avais fait une recherche dans la... Donc, c'est vrai, alors il y avait effectivement ces chaires juniors qui... Pour moi, c'était un petit pansement, comme on dit, en plate sur la jambe de bois, quoi. Et voilà, on en est là. Et c'est dommage. Parce que la France est un des pays qui, finalement, consacre finalement de moins en moins de ses capacités, de son PIB, à la recherche, de façon générale. Alors après, on peut même regarder recherche fondamentale et recherche appliquée, et on trouve que c'est, on a entendu dans la recherche fondamentale que c'est le plus difficile.
Et donc déjà, bon, et je pense que lorsque cette guerre des postes, elle n'est pas du tout en faveur de la diversité. C'est forcément, enfin, c'est... On pourrait, Peut-être donc en complément, si on voit dans l'entreprise, ou pas, plutôt dans la recherche appliquée ou R&D ou entreprise, dans l'Observatoire des femmes ingénieurs, les données sont issues de l'enquête ingénieurs et scientifiques de France avec qui on travaille main dans la main tous les jours. Et on voit que les femmes, en fait, il y a 3 priorités pour elles. La première, c'est la nature du poste. La deuxième, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Et la troisième, c'est le sens. Voilà. Donc c'est le sens. Donc ça, c'est les données 2023. On a 2024 aussi qui montre ça. Et donc, il est important de questionner le sens à l'école, du plus jeune âge. Et ça, le sens, pour nous, c'est fondamental d'expliquer les métiers scientifiques et techniques à travers un sens. Parce que peut-être qu'il y a des garçons ou des personnes qui, ça leur va de dire tu vas faire des maths, ok. Les filles, pour faire quoi? Donc en fait, comme on dit, soit on monte un mur, soit on construit une cathédrale. Donc ça, il faut expliquer, et nous, c'est ce qu'on explique aux jeunes, pour faire ça, pour sauver des vies. Moi, je leur dis, tu peux sauver des vies en étant médecin, tu vas peut-être en sauver, je sais pas, 10 000, 15 000 dans ta vie, mais tu peux sauver des vies en étant chez JSCare à faire des mammographes, des scanners et des choses pour détecter. Tu peux sauver des vies en travaillant sur des organes artificiels. Et là, tu vas passer à l'échelle. Et là, tu vas sauver des vies aussi. Donc en fait, il y a des choses le lien qu'elles ne font pas. Donc ça, je questionne le sens parce qu'il est aussi dans l'entreprise. Et également, sur ce tuyau percé, à un moment donné, eh bien, on parle beaucoup du plafond de verre. Plafond de verre, on le mesure. Hein. Les femmes, elles sont responsables d'équipe, chefs de projet, top. Elles fonctionnent bien, elles sont nickel. Mais après, quand le pouvoir est en haut, il y en a moins. Donc, plafond de verre. Mais il y a aussi le mur de verre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de métiers, il y a plus de métiers exclusivement masculins que féminins. Et si on veut aller, parce qu'on a du sens, il faut accompagner les femmes pour changer le métier en transversal. Il y a aussi le plancher collant où on nous dit maintenant, t'es bien là, reste ici, hein, et avec ton salaire, c'est bien, pourquoi tu veux plus? Et donc, tout ça fait qu'après, il y a le tuyau percé, voilà, il y a toute la maison. Nous, on voit tout, en fait, on sait bien ce qu'il y a là-haut, là-bas, en bas, et en fait, on nous dit non, surtout, reste là. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, et par exemple, dans des entreprises de la tech, en tout cas, beaucoup, hein, moi, la mienne, lorsqu'il y a un poste ouvert, ils s'obligent, c'est obligatoire, qu'il y ait des femmes dans la shortlist. Et si elles n'ont pas postulé, on va les chercher. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir cocher toutes les cases. Mais c'est pas grave, si tu connais que 60% du contenu, ça va le faire. Nous, on veut et puis cocher toutes les cases pour faire. Donc ce tuyau percé, donc c'est nécessaire d'ouvrir les portes. Donc encore une fois, les hommes ont tout leur rôle à jouer, mais également le sens. Et ça, je trouve que dans les sciences, finalement, c'est pas inné. Donc moi, je connais des jeunes finalement qui veulent faire de la médecine, et en fait, quand on leur explique qu'elles peuvent piloter le robot qui va opérer, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'opérations, elles s'orientent vers cette robotique-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, ça leur donne un sens. Et je crois que là, il faut que collectivement, on travaille là-dessus. Encore une fois, on ne monte pas un mur, on monte une cathédrale, il faut expliquer. Voilà. Et vous l'avez dit, il faut en effet vraiment sensibiliser les hommes. Moi, on a à Saclay beaucoup de start-up qu'on accompagne. Et une femme ingénieure avait trouvé un système incroyable pour déceler les dyspraxies, dysfonctionnements de langage. Et elle avait demandé de l'argent à la BPI. Et donc, elle était avec son binôme qui était homme. Et donc, elle présente son projet à la BPI, retoqué. L'année suivante, le même projet présenté par l'homme, ça a été accepté. J'ai dit d'ailleurs à la BPI, en leur disant que vous avez vraiment, alors depuis, ils font du travail, mais ça montre à quel point, vraiment, enfin, je veux dire, il y a un vrai déclic à faire absolument dans toutes les mentalités. Et donc, bien évidemment, dès le plus jeune âge,
inciter les garçons à traiter les filles comme leur égale, mais également, nous, dans nos préconisations, on disait dans les comités de recrutement ou comités de sélection, qu'on n'y ait pas, ce ne soit pas forcément à la charge des filles présentes, parce que comme en plus elles ne sont pas nombreuses, elles sont systématiquement réquisitionnées dans tous les comités de sélection. Donc en plus, ça leur fait une charge mentale et de travail plus importante, mais qu'on puisse former les hommes, en effet, à déceler les talents féminins. Mais en plus, comme tu l'as dit, Fatima, mais on a une loi qui s'appelle la loi Rixin, on va demander la parité, pas simplement dans les conseils d'administration, mais dans les COMEX et dans tous les instances exécutives. Il y a plein de domaines où il va falloir trouver des femmes. Et donc, une fois qu'ils auront pris leur DRH, leur directrice financière, non, je caricature, mais il va bien falloir en effet qu'on ait ce recrutement. Et pour un certain nombre de raisons, et ça a été aussi dit tout à l'heure, que je trouve vraiment très intéressant, c'est que je pense que pourquoi est-ce qu'on fait 50% de la population est importante à venir, c'est dans les innovations qu'on va avoir dans les années à venir, on n'a pas la même façon de voir les choses. Et je pense que ça soit sur le dérèglement climatique, sur l'IA, parce qu'on en parlait, mais l'IA en santé, actuellement, on sait traiter des maladies d'hommes, mais pas de femmes, puisque du coup, il faut bien fournir en algorithme toutes ces machines, et pour l'instant, les femmes n'y sont pas. En fait, on a plein de domaines, on va avoir besoin de cette sensibilité féminine, en fait, de notre façon de voir le monde, pour pouvoir arriver dans ces années à venir d'innovation qui vont être technologiques, qui vont être incroyables. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que du coup, il faut acculturer vraiment aussi l'autre partie de la population, qui sont les hommes dès le plus jeune âge, pour arriver en effet à ce qu'on arrive à pousser ces jeunes femmes à aller jusqu'au bout. Et pour finir sur la recherche, c'est vrai que j'ai assisté à une cérémonie de médaille du CNRS qui m'avait bluffé. C'était un couple, les deux étaient à égalité dans les travaux, mais en fait c'est elle qu'on récompensait, et c'est elle qui avait été affectée dans plusieurs laboratoires à l'étranger, et à chaque fois, son mari l'avait suivi, avait trouvé un poste à côté, mais c'est elle qui était en premier, et qui du coup a été récompensée ce soir-là, et son mari était derrière moi, il était super fier, je l'ai regardé, je dis on va vous mettre sous cloche, vous, parce qu'il va falloir que vous fassiez des petits, mais parce que les carrières sont longues, souvent en effet avec des postes à l'étranger, et donc pour les familles, pour les enfants, pour les conjoints, c'est très compliqué, et donc du coup, il y a tout ça qu'il va falloir aussi essayer d'arranger. Merci beaucoup. C'est tant mieux, parce qu'en plus, vous arrivez naturellement à la conclusion de la question d'après, qui était, donc j'avais affiché les stats de l'Observatoire des femmes ingénieurs, que je trouvais particulièrement intéressant, puisqu'on voit directement, donc effectivement, il y a l'alignement possible de mon travail des valeurs, qui est donc en 3e position pour les femmes, en 5e pour les hommes, et il y a aussi le dernier, qui est engagement sociétal, environnemental et entreprise, qui est en 8e position pour les femmes, et en 12e pour les hommes. Donc on voit qu'il y a un intérêt bien plus fort, bien plus présent chez les femmes ingénieurs. En l'occurrence, ça concerne que les ingénieurs. Oui, aussi, on voit plein de choses dedans. Aussi les rémunérations entachées aussi, qui est en 2e pour les hommes et 5e pour les femmes. Et du coup, d'où cette idée que en fait, ça peut être un cercle vertueux que de redonner du sens. En tout cas, montrer le sens qu'a la science aujourd'hui de manière plus forte, pour avoir plus de femmes. Et qu'aussi avoir plus de femmes dans les sciences ferait ça naturellement en fait. Et qu'en l'occurrence aujourd'hui c'est même plus un cercle vicieux dans l'autre sens, où moins on a de femmes et moins on se pose ces questions-là et moins on a tendance à marquer l'arrêt sur ces valeurs et moins on a de femmes. Donc voilà, on serait temps de remonter vers un cercle vertueux. Et comme on est un peu juste, du coup, vous avez déjà répondu à ça. Et donc après on est compris, donc merci pour tous vos éclairages. Donc la question c'est agir. Qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'individus? Là donc majoritairement composé d'alumni, d'alumnae et aussi d'élèves. Comment on fait? Voilà, donc pour agir à l'échelle individuelle, mais aussi pour pousser ces mesures institutionnelles, puisque la conclusion était qu'il y avait aussi beaucoup de choses qui doivent changer d'un point de vue politique et institutionnel.
est-ce qu'on peut faire des choses voilà. Plein de choses à faire. En effet, je dirais deux parties. Sur la partie associative, nous, chez Femmes Ingénieurs, c'est d'aller voir les jeunes, de faire la promotion de nos métiers, de les jeunes, les prescripteurs aussi, les parents, les enseignants. Discuter avec les parents, c'est important parce que ce sont souvent eux qui sont réfractaires. Tu le disais, alors ils n'osent pas envoyer leur fille faire tel et tel métier. Dans les territoires aussi, nous on le voit. Notamment, on intervient dans les territoires, en Normandie, dans toutes les régions, les endroits où il n'y a vraiment pas dans les petites villes. Et on voit que là aussi, où il y a des manques de services, ben, les parents, ils n'ont pas envie que leurs enfants ils s'en aillent à la ville, puisqu'on en a besoin, puisqu'en fait, voilà, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de service. On va aussi avoir un tissu familial où on va être aidant, entre guillemets. Donc en fait, il y a ça aussi, on le constate. Hein, ça, c'est la partie associative, et notamment, la semaine dernière, nous avons eu une réunion, toutes les associations féminines qui agissent pour la mixité. Nous avons été au ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale, qui monte un collectif qui veut, en fait, faire travailler toutes les associations ensemble pour être encore plus fortes, toutes ensemble, pour trouver, en fait, pour couvrir plus largement le territoire. Donc ça, c'est la partie associative qui est vraiment, c'est un effet colibri, hein, toutes les assos bossent. Et l'autre part, je dirais, c'est la part des hommes. Je pense que vraiment, moi, je vous donne un exemple précis. Moi, je suis dans les télécoms depuis très longtemps. Je travaille dans un milieu d'hommes. J'ai encore compté aujourd'hui. On a eu plein de réunions super importantes, intéressantes. On était 2 filles sur 16 ou 17. Voilà, ça, c'est mon quotidien. Et en fait, je dis souvent aux ingés, parce que quand on rencontre des jeunes filles sur les salons, ils me disent « Papa est ingénieur ». Je dis « Ah ben top, alors tu connais ». Ah non, pas du tout. Il est sur son ordinateur. Et donc, moi, ce que je dis au travail, je dis « Quand vous rentrez chez vous, racontez ce que vous avez fait. » Même si c'était difficile, qu'on a eu des problèmes, parce qu'on résout des problèmes, on apporte des solutions. Forcément, ça ne marche pas toujours tout de suite. Mais racontez le travail d'équipe. Oui, c'est dur, mais qu'est-ce qu'on a ri. Moi, voilà, quand je rentre chez moi, je dis, mais qu'est-ce qu'on a ri aujourd'hui, c'est incroyable. Voilà, parce qu'en fait, on a aussi des bons moments au travail. C'est pas que... Et donc, racontez le métier. Parce que ce qu'on a besoin en France, c'est un changement sociétal, culturel. C'est culturel. Il faut qu'on intègre que nos métiers, en fait, ils ont du sens et ils sont importants. Mais si on n'en parle pas au dîner de famille le dimanche où on dit « Oh non, c'est trop nul, mon métier, je ne veux pas en parler, personne ne va comprendre », ben, essayons. Et surtout vis-à-vis de la jeunesse, des enfants. Dire « Moi, je suis ingénieur, tu vois. » Voilà. Et donc, je dirais que les hommes ont toute leur place, d'autant quand il y a dans des métiers où il y a 85% d'hommes. Ben là, vous avez un champ libre pour raconter aux mamans, aux mamies, aux petites filles, à vos nièces, ce que vous faites. Et ça va nous aider grandement parce que c'est souvent les métiers les carrières qu'on embrasse, les métiers les études qu'on rejoint, en fait, c'est parce que pour beaucoup, on connaît un petit peu et il y a des prescripteurs qui nous ont encouragés. Donc voilà, c'est ces deux aspects. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont faites et qui peuvent être encore amplifiées. Enfin, moi, ce que je trouvais le plus... Enfin, si je reviens... je suis désolée d'en revenir peut-être toujours là, parce que ce métier d'enseignant-chercheur, que je ne le fais pas d'ailleurs, moi je fais partie des privilégiés du CNRS, et je vois le plus triste qu'on peut voir, c'est quand enfin une jeune femme a obtenu ce poste qui a un Graal avec une compétition extraordinaire pour rentrer, eh bien, se retrouve complètement submergée, justement, de devoir monter une activité de recherche, monter des cours, avoir en plus une vie de famille avec des enfants jeunes en général. Et puis, il y en a beaucoup qui partent parce que, justement, elles n'en peuvent plus. Et là, il y a quand même eu des efforts, enfin, en particulier dans les sociétés. Enfin, moi, j'ai dans Femmes et Sciences, mais aussi dans la Société française de physique, où effectivement il y a un mentorat qui s'est établi pour que justement ces personnes qui sont enfin arrivées à ce qu'elles voulaient ne se découragent pas.
Mais c'est vrai que là, on en revient, en fait, c'est pourquoi elles sont submergées. C'est parce qu'elles font, en général, un travail qui correspondrait à la somme du travail de 2 ou 3 personnes. Et donc, alors, je pense je pense qu'en entreprise, on a aussi cette situation, hein, certaines personnes qui se retrouvent à être complètement submergées. Donc c'est vrai que là, elles ont besoin d'aide. Moi, j'ai l'impression quand même que justement, moi j'ai beaucoup entendu parler de cette histoire. Je suis désolée, hein, mon entreprise, je connais pas très bien, mais ce concept qui est quand même important, qu'on a moins, je pense, dans l'université, bien que ça existe aussi, c'est la fiche de poste. C'est-à-dire, finalement, on cherche quand même la personne qui correspond à tout ce qu'on lui demande. Et dans certains cas, ça peut être effrayant. Et il y a, on m'a décrit, alors en particulier dans certaines situations, où les femmes renoncent parce qu'elles disent « Mais non, je ne peux pas faire tout ça, je le ferai mal. » Et un homme dit « Oh, j'y arriverai bien. » Et ça, c'est vrai qu'il y a et ça, je ne sais pas comment on peut changer ça. C'est vrai. Oui, alors, mais est-ce que c'est l'homme ou est-ce que la femme qui a tort? Les deux, en fait. C'est ça le problème. Enfin, moi, je ne suis pas forcément pour que les femmes deviennent comme des hommes et disent si, moi j'y arrive, il n'y a pas de problème, j'y arriverai. Il faut peut-être aussi faire preuve de réalisme aussi de l'autre côté, pas demander l'impossible. Enfin, bon, voilà. Donc là, on arrive effectivement très vite à des problèmes de société. Et alors, bien évidemment, aux mesures institutionnelles, je vous dis, on ne peut pas arriver forcément à une loi. Pour l'instant, l'ENS, par exemple, Paris-Saclay contourne le fait que toutes ces écoles, ou je vois également quelqu'un de Polytechnique, qui sont des écoles publiques, où on est censé, donc, bien évidemment, travailler pour l'État, ça serait compliqué, du coup, d'avoir des quotas, parce qu'il y aurait, du coup, une rupture d'égalité. Donc il y a des contournements pour des bourses spécifiques pour les filles. Et je sais que voilà, la Polytechnique aussi, on en met en place. Voilà, on arrivait jusqu'à une loi pour changer ça, peut-être pas, mais si jamais ça continuait à coincer, je pense qu'on pourrait y arriver. Mais vous, les alumni, vous êtes en effet vraiment avec ce rôle, en effet, que j'aime pas le rôle modèle, mais en tout cas de profil intéressant pour tous nos jeunes. Et je vous dis, dès le plus jeune âge, je pense que je vous dis, c'est au collège que ça se fait. Admettre pour l'éducation nationale de faire rentrer des personnes extérieures pour montrer les beaux métiers, en effet, qu'on peut avoir et valoriser dès le collège, c'est très bien. Moi, je suis toujours très triste de me dire que la fête de la science, c'était une idée formidable, mais d'abord, elle n'est vraiment pas réalisée de manière homogène sur tout le territoire. Et puis finalement, on ne fait ça qu'une fois par an. Alors qu'en fait, il faudrait que ce soit la fête de la science toutes les semaines. Et finalement, on n'a rien trouvé de mieux, par exemple, que la Fondation La Main à la Pâte. C'est un peu ce qu'ils font au Portugal, en fait. Hein. Cette culture scientifique et de montrer des choses concrètes qui peut-être touchent plus les jeunes filles que l'abstrait, et dès le plus jeune âge. Et en effet, moi, je vois dans mes quartiers difficiles, dans certaines villes, là où on a pu mettre en place des ateliers La Main à la Pâte, on a eu de vrais résultats. Donc ça montre bien qu'en effet, on peut vraiment faire évoluer complètement les mentalités si on arrive à des choses un peu plus concrètes. Donc voilà, donc en effet, on a tous un rôle à jouer. Et Claudie Agnolet me disait, moi, j'aime bien témoigner, mais de temps en temps, j'ai un peu peur de faire peur aux jeunes filles, parce que être astronaute, on a la deuxième qui va décoller dans quelques jours, mais c'est rarissime. Et donc je pense que le taper forcément peut-être ce genre de personnalité, je pense que justement des étudiantes, des alumni, des jeunes ingénieurs ou chercheurs qui pourraient, garçons et filles, aller chercher ces jeunes gens et faire sortir un peu l'éducation nationale de son confort,
des voies un peu traditionnelles, oui, je pense que c'est fondamental. Et donc, on remettra nous aussi notre rapport officiellement à Monsieur Geffrey la semaine prochaine, mais qui le connaît déjà. Et Sylvie Retailleau, maintenant qu'elle est à Universcience, va continuer son travail du coup de culture scientifique dont on a tant besoin. Super, merci à vous. On est d'ailleurs à 2 jours de la journée internationale des femmes et des filles des filles et des femmes dans la science. Ou c'est juste des filles dans la science? Des filles et des femmes dans la science. Oui, donc on est en plein dans le sujet. Et du coup, en question de clôture, non. Question de clôture, elle a disparu. C'est pas grave. Si vous aviez une baguette magique, s'il y a une chose que vous pouvez faire, si vous pouvez changer quelque chose, que ce soit institutionnel, une loi, quoi que ce soit, culturel, qui changerait les choses, qu'est-ce que ça serait, s'il y avait une chose? Alors moi, j'ai ma baguette magique, elle est super magique, parce qu'en fait, j'effacerai sur les réseaux sociaux tout ce qui est inutile et qui finalement sont assez violents pour les enfants. C'est tout ce qui est inutile, parce que les réseaux sociaux, il y a énormément de choses qui sont géniales. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou en tout cas des frères et sœurs. Vous savez que quand ils révisent le bac, il y a des youtubeurs fantastiques qui vous apprennent la chimie. Moi, j'ai vu ça, des mathématiques. Il y a des trucs incroyables. Il y a des expériences il y a des gens qui partagent plein de choses sur les métiers scientifiques. Et ça, c'est le bon réseau social. Mais après, tout ce qui est derrière, donc si j'avais une baguette magique pour les jeunes, je leur laisserais accès à tout ça. Parce que finalement, il faut vivre avec son temps et que c'est super. Et j'enlèverai tout ce qui est vraiment terrible et qui est destructeur. Voilà, je changerai les algorithmes. Voilà. C'est une question difficile parce que effectivement, moi j'aimerais bien, effectivement, si c'était possible, c'est remettre de l'enthousiasme dès le départ. Effectivement, peut-être au plus jeune âge, mais par la suite aussi pour... alors, est-ce que c'est l'histoire des sciences qui devrait être enseignée plus tôt? Est-ce que ce serait... Enfin, juste montrer que les sciences sont belles, voilà, c'est par quoi j'ai commencé. Et je pense que déjà, c'est vrai qu'on parle de vocation, en fait. Hein, on parlait de vocation politique, mais on peut avoir des vocations pour les sciences. Et une fois qu'on a la vocation, je pense qu'on peut naturellement se donner les moyens. Hein, il n'y a rien d'impossible. Enfin, tout ce qui est rébarbatif l'est beaucoup moins quand on a la vocation. Enfin, moi, il me semble, en tout cas. Et donc, on peut... et puis alors après, effectivement, après, il y a tout... Mais c'est vrai que toute carrière est difficile, compliquée, et c'est vrai qu'il y a... Non, mais c'est vrai que cette idée des réseaux sociaux, c'est effectivement une très bonne idée, parce que moi, j'en vois que les aspects négatifs, assez peu les aspects positifs. Je sais qu'ils existent. Alors, vous allez presque être exaucé, en fait, pour la baguette magique, puisque nous sommes en plein dans discussion de 2 lois qui se croisent, parce que finalement, il y a les bonnes idées au même moment. Entre l'Assemblée et le Sénat, c'est un peu la compète, plus le président de la République là-dessus. À cause de la santé mentale des jeunes, on est en train d'interdire, en effet, tout réseau social aux enfants de moins de 15 ans. Donc moi, je fais un peu de pédagogie dans les collèges, et c'est d'autant plus nécessaire à la tête que font des jeunes gens de 6e à l'idée qu'on va leur supprimer leurs réseaux sociaux. Je pense qu'il était vraiment temps de le faire, parce que c'est la fin du monde pour eux. Et quand je leur dis, vous allez découvrir la lecture, les jeux de société, de voir un vrai film, que ce soit à la télévision ou dans un cinéma, et faire des jeux de sudoku, voilà, et me regarde vraiment avec des yeux, ou des échecs, hein, plutôt, voilà, enfin apprendre des échecs, ça les panique. Mais en fait, on va y arriver, ça va être très compliqué, on est en train de regarder les interdictions dans les autres pays, parce que évidemment, nos petits génies sont très bons pour détourner tout ça avec les VPN,
Donc, on essaie de voir comment est-ce qu'on va vraiment les supprimer. Et ça concernera même aussi les jeux vidéo, parce qu'il y a des jeux vidéo qui sont des vrais réseaux sociaux. Et YouTube qui essaye également de passer en loose day, alors que bien évidemment, il y a aussi des réseaux sociaux. Donc ça, c'est important. Et moi, donc, si j'avais juste un baguette magique, ça aurait été que j'aurais adoré avoir un Cédric Villani comme professeur de maths. Je suis sûre qu'il m'aurait donné vraiment l'envie de continuer. Ça a été mon compétiteur sur le plateau, et c'est devenu un excellent ami après. Et voilà, je pense que j'avais besoin de quelqu'un comme lui pour m'expliquer, en effet, cette vocation, en tout cas l'histoire des sciences, ou cette appétence à aimer les mathématiques et même la physique quantique. Voilà, j'aurais été sûrement bien meilleure que maintenant en visitant des labos sur le plateau de Saclay. Merci à vous. Et puis on va donc passer aux questions du public. On attend pour une ou deux questions. Ah non, c'était. Il y a deux, mais c'était d'abord la dame qui. La dame en blanc, la dame là. Oui, ici. Elle était pas ravie. C'est gentil, bon, j'ai plein de questions, plein de commentaires, mais bon, je vais essayer de me focaliser sur la première, et puis après je laisserai le micro que j'en partage. Ma première, c'est, moi je pense que les entreprises ont un grand rôle à jouer en accueillant des jeunes, et dès la troisième, hein, comme on dit. Et je suis actuellement à la retraite, mais j'ai passé 40 ans dans le milieu professionnel. Et ce qui me blessait beaucoup, c'est que le fait d'accueillir des jeunes n'était absolument pas valorisé dans l'entreprise. C'est-à-dire que si moi je voulais le faire, je pouvais le faire, mais c'était à mes risques et périls. Et le fait de l'avoir fait n'était pas valorisé. J'avais perdu mon temps. Et il y a les fiches de poste, hein, mais il y a aussi cette année, vous devez faire ci, vous devez faire ça, etc. Et ça n'était jamais écrit dedans, jamais valorisé, jamais pris en compte. Et tous ceux qui le faisaient pas, parce qu'ils disaient que ça les freine, je l'ai entendu, hein, ça me freine, donc je ne fais pas, bah eux, oui, ils n'avaient pas consacré 3 jours pour accueillir les jeunes. Et donc ça, je pense que les entreprises ont un grand rôle à jouer. Et pas que sur le papier. Il faut que ce soit vraiment dans les tripes de l'entreprise d'accueillir. Je vais peut-être répondre déjà à celle-là. Je suis entièrement d'accord avec vous, et on appelle ça le stage photocopieuse, hein, donc c'est juste insupportable. Là où je n'ai pas du tout compris pourquoi différents gouvernements successifs ont changé en mettant un stage d'observation en troisième, puis après deux semaines en seconde. Je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en troisième qu'on peut même créer des vocations. Pourquoi pas d'ailleurs, parce qu'on peut faire des sciences et avoir une grande carrière sans avoir fait forcément un bac et faire d'autres choses. Aujourd'hui, il y a des passerelles qu'on n'avait pas à notre époque. Nous, on était dans des silos bien déterminés, et on ne pouvait pas faire. Là où j'ai une petite anecdote très touchante, c'est qu'à la sortie de notre rapport, une petite jeune fille et sa maman m'ont écrit un mail, on est facilement joignable sur le site du Sénat, en me disant, voilà, je me pose des questions, mais j'aimerais bien faire une carrière scientifique. Je connais absolument personne dans ce milieu-là. J'ai mon stage de seconde à faire de 15 jours. Est-ce que vous pourriez me mettre en contact avec un laboratoire ou une société? Je suis du côté de Nice. Je ne veux bien sûr pas partir ailleurs que pas trop loin de chez moi. Mais vraiment, ça me ferait plaisir. Je me suis déroutée, j'ai appelé Thales, CNRS, bref. Et ils ont trouvé un laboratoire, et donc elle a fait son stage, et elle m'a remerciée en disant définitivement, c'est vers les sciences que je veux aller. Et je pense que cette petite, voilà, on l'a poussée, et elle avait cet instinct, mais je pense que si elle avait été mal accueillie dans ce stage, peut-être ça l'aurait dégoûté. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une vraie responsabilité. C'est pas simplement un faire-valoir où on coche une case. Je pense que c'est très important. Et derrière, du coup, moi, quand j'ai
plein de jeunes gens qui veulent faire des stages au Sénat, je leur dis, mais si vous pouvez aller ailleurs, dans une vraie entreprise, allez-y, parce que vous allez être très déçus. Moi, je peux vous accueillir pour découvrir le Palais du Luxembourg un jour, voir une séance, etc. Mais on n'a pas le droit de vous emmener dans nos réunions, qui sont confidentielles, les commissions. Vous n'aurez pas le droit ou le temps de rédiger un amendement, parce que vous ne connaissez pas vraiment le sujet. Mais donc, surtout, allez plutôt vers des vraies entreprises qui vont vous apprendre des vrais métiers. Parce que pour moi, ce n'est pas un métier. Je le dis à tous mes collaborateurs en disant, ayez un métier, et si après, vous avez la vocation politique de vous engager, très bien, mais ayez un vrai métier avant. Et donc, du coup, je pense que c'est très important de faire passer ce message-là, en effet, et aux familles et aux entreprises, qu'elles ont un vrai rôle. Je suis entièrement d'accord avec vous. Un petit commentaire. Le stage de seconde, en fait, il arrive en fin d'année pour beaucoup. Et c'est trop tard, puisque les options sont... les spécialités sont choisies. Donc, il faut... Voilà, exactement. Et c'est vrai que c'est fondamental. Ouais, une dernière question. Ouais. Il y a plusieurs. Ok. On restera un peu plus longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour de mettre ce sujet vraiment sur le devant de la scène. De mon côté, je suis ingénieure de la 138e, donc jeune diplômée. Et j'ai vécu, malheureusement, certaines situations de sexisme dont vous parlez, pas à l'ESPCI, mais plus tard. Donc, mon stage industriel, par exemple, où j'ai rejoint une entreprise où les seules femmes qui faisaient partie du laboratoire étaient les stagiaires. Et donc, il y a ce syndrome de l'imposteur qui se crée aussi, puisqu'on n'a pas de modèle. Donc, ma question pour vous, ce serait quelles sont les solutions? Alors, on parle des quotas, par exemple. Est-ce que c'est pas une solution qui est reculée pour mieux sauter, puisque un quota permettrait d'avoir une meilleure représentation des femmes dans les études, mais ensuite, les femmes vont être face à des situations dans l'entreprise où elles vont être très peu représentées. Et donc ce syndrome de l'imposteur, pour moi, ça pourrait alimenter le tuyau percé, avec du coup encore plus de femmes qui quitteraient à cause de ce dégoût-là. Et du côté des hommes aussi, on parle des bourses. J'ai travaillé au Canada et j'ai vu cette situation où au Canada il y a beaucoup d'initiatives où on ne fait pas de quotas mais on donne des bourses aux femmes, aux jeunes filles en études d'ingénieur, et j'ai vu des étudiants hommes me dire leur dégoût en fait, parce que eux s'endettaient pour leurs études, voyant leurs camarades féminines avec leurs bourses, et plutôt que d'être des alliés, ils deviennent des ennemis de la mixité, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces situations, malheureusement, n'arrivent pas et qu'on perde les alliés qu'on pourrait atteindre autrement? Je vais commencer par une première réponse. Le quota, en fait, c'est super, ça fonctionne, mais il faut un vivier, parce que le côté négatif, moi j'ai des amis qui sont professeurs en classe prépa qui me disent c'est bien d'avoir des quotas, mais après on les met en difficulté, parce qu'on va chercher très loin dans les classements des jeunes. C'est pareil pour l'égalité des chances. Si la personne n'est pas à sa place, entre guillemets, c'est-à-dire avec un niveau dans lequel elle peut avancer, on les met en échec. On n'est pas là pour mettre en échec des gens. Donc pour moi, il faut un vivier. Donc tout ce travail qu'on fait d'attirer des filles, voilà, c'est pour les autres, comme tu dis, pour pousser. Et deuxièmement, sur la féminisation dans l'entreprise, en fait, il faut que l'entreprise, elle s'en empare. Moi, je suis dans une entreprise où quand le CEO, donc le patron dans un groupe international, il publie les chiffres, dans ses objectifs, il a le nombre de femmes, le pourcentage femmes ingénieurs. Donc nécessairement, toute l'entreprise, quand il y a un poste ouvert à l'extérieur, ils sont, comme je me disais, ils vont chercher des candidates, et même si elles n'ont que 66-67%, c'est pas de les mettre en échec, c'est de mettre en place un plan de formation. Moi, ça m'est arrivé, on m'a proposé un job où vraiment j'avais jamais fait 2-3 choses très importantes, je cochais vraiment pas les cases, et mon chef m'a dit non, Fatima, tu vas pouvoir le faire. Tu verras, tu vas apprendre, on va te montrer. Donc en fait, c'est ça qu'il faut faire. Mais on n'y arrivera pas s'il n'y a pas cette démarche d'aller chercher. Et on me disait, celles qui ne volent pas, qui ne cochent pas les cases, on dit, écoutez, on ne peut pas vous mettre en échec, donc on va vous accompagner, vous allez avoir un mentor qui va vous expliquer. Moi, quand je ne comprends pas, j'ai des gens qui m'expliquent. Je dis, bon, explique-moi comme j'avais 4 ans, ok, j'ai compris. Et on avance comme ça. Donc voilà, je pense que il faut que ce soit dans la stratégie, parce que si ça ne l'est pas, c'est du greenwashing, hein, on écrit que oui, mais enfin on ne fait rien derrière. Hein. Mais si c'est vraiment pris en main, ça peut marcher.
C'est en effet une formation de sensibilisation pour les hommes, mais même dans les cabinets de recrutement, qui changent aussi leur état d'esprit, de mettre les gens toujours dans des cases. Moi, j'ai vécu pour les conseils d'administration, comme il y avait la loi Copé-Zimmermann, j'avais fait la formation Sciences Po de l'IFA. Mais alors, comme j'étais un peu atypique, venant du monde politique, relations institutionnelles, etc., je voyais en fait ces gros chefs d'entreprise du CAC 40 être super contents que les bonnes femmes puissent avoir 5 mandats, donc aller rester dans un vivier d'une trentaine qui connaissent bien, comme ça ils se les refilent entre eux, hein, parce que comme ça sort pas hein, du petit cercle, mais essayer d'aller au-delà, même sur des profils un peu atypiques, ils ne le faisaient pas. Et quand on allait du coup dans les cabinets de recrutement, c'était encore pire. Ils nous mettaient dans une case, en fait, forcément, voilà, lobbyiste, institutionnel, etc. Donc forcément, on ne pouvait pas remplir la chose. Et donc, pour les écoles et pour ensuite les entreprises, si on n'a pas ce changement de mentalité, de dire on arrête le tuyau percé, mais surtout le syndrome de l'imposteur, comme vous l'avez dit, et donc on essaie de renverser complètement la charge de la preuve, les garçons finiront par se dire mais finalement est-ce que je suis par rapport à cette jeune femme aussi qualifiée parce que voilà elle a montré telle ou telle valeur, telle ou telle qualité qu'elle a pu mettre en valeur parce qu'on le lui a demandé et que moi je n'ai pas. Et s'il a l'honnêteté d'y réfléchir à 2 fois, de se dire bah, finalement elle est peut-être meilleure que moi parce qu'en fait elle a des choses que je n'ai pas moi de mon côté, auquel je n'ai pas réfléchi, et elle va plus correspondre en fait à tel ou tel poste. C'est très compliqué. Après, pour la discrimination sur les bourses, bien évidemment, mais il y a des discriminations également sociales qu'on a pu avoir. À Sciences Po, par exemple, ça a beaucoup crié parce qu'on disait voilà, il y a une voie parallèle. Mais je vous dis, on travaille pour les générations suivantes. Nous, notre plus grande private joke entre nous en politique, c'est de dire aux hommes, vous inquiétez pas, la loi de parité, ça va bientôt vous servir. Parce qu'on va être meilleur, qu'on va être plus important que vous. Et donc, du coup, ils sont tous comme ça à dire, on sera peut-être en infériorité. Bon, on y est loin encore. Mais c'est très important de renverser cette charge de la preuve. Et c'est du coup un travail énorme. Et vos sensibilisations, en fait, sont primordiales. Parce que c'est ce qui va amener ensuite dans les entreprises les futurs chefs d'entreprise et exécutants à changer leur mentalité. Voilà, là, c'est vrai que pour le monde de l'entreprise, je ne connais pas très bien, mais oui, en tout cas, je suis très favorable à tout ce que vous proposez. Et c'est vrai que, moi, ce que j'ai quand même souvent entendu dire, j'ai quand même été amenée à parler, dans certains cas, effectivement, dans des réunions où, disons, c'était pas tout à fait l'entreprise, mais c'était, disons, entre les deux, dans le monde de l'informatique en tout cas. Et effectivement, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, mais oui, c'est vrai que finalement, on nous demande jamais, quand on est embauché, ce que nous, on pourrait apporter à l'entreprise et ce que nous, on pourrait faire, même si on ne correspond pas tout à fait à la fiche de poste. Et ça, c'est comme... alors c'est vrai que c'est peut-être compliqué dans le fonctionnement d'une entreprise. C'est vrai que dans le cas de l'université, c'est assez naturel. Quand on embauche quelqu'un, on embauche quelqu'un qui fera de la recherche, et au contraire, plus elle apporte de diversité, on est content. Là, c'est vrai que dans l'entreprise, elle a comme besoin que ça marche. Mais voilà, donc c'est vrai que et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont découragées par cet aspect-là, c'est-à-dire, elle dit, mais on ne nous écoute pas, en fait, on ne demande pas ce qu'on nous, on voudrait. C'est un témoignage que je peux juste apporter. Il y a une intervention en ligne. Alors, il y a une intervention, Wassila Soum, la directrice des ressources humaines de l'ESPCI. Oui. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je voulais intervenir à mon humble niveau sur ces questions. Déjà, bravo à toutes et merci pour ces interventions, en tout cas de qualité. Alors, nous, de notre côté, au sein de l'ESPCI, c'est vrai que j'ai fait un travail aussi. Je pense que les services support peuvent contribuer à aider finalement ces jeunes filles
ces jeunes femmes à pouvoir intégrer ces filières d'ingénieurs. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des conventions avec certaines collectivités. On a signé une convention avec la ville de Trappes, qui avait signé, qui a l'habitude de signer des grands partenariats. Ils ont fait un travail assez important, puisque c'est une commune qui a vu naître Omar Sy ou Jamel Debbouze, donc il y a eu un travail de fait avec la Comédie Française. Et là, ils ont signé avec nous une convention afin de permettre l'accueil de jeunes issus de ces quartiers prioritaires, et notamment les jeunes filles en priorité, qui ont encore moins accès finalement à ces filières d'excellence, de pouvoir faire des stages chez nous. Donc on a accueilli cette année des jeunes filles qui étaient complètement, je dirais, déconnectées de ce milieu. On les a accueillis au sein de l'ESPCI parmi des stagiaires qui viennent de Stanislas, d'Henri IV. Donc ça a permis une très belle mixité sociale. Donc j'ai trouvé que cette initiative, en tout cas à mon sens, elle doit se développer, parce que c'est très intéressant. Ce que nous a demandé le maire, c'est finalement aussi des interventions de la part de nos enseignants-chercheurs de l'ESPCI, directement dans les écoles, dans les collèges, avec aussi une forme de tutorat. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien dès le plus jeune âge, parce que je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que le stage de seconde, c'est un peu tard finalement pour pouvoir s'orienter finalement vers une première scientifique. Donc, dès le plus jeune âge, d'avoir ces temps d'échange directement dans ces institutions un peu partout, je pense que, et y compris en province, où, alors moi qui suis issue de province, où on est encore plus déconnecté finalement de ces prépa grandes écoles. Donc je pense que c'est quelque chose qui a développé et c'est à nous d'y œuvrer, nous en interne, nous administratifs également, d'être à vos côtés pour pouvoir développer ces interventions dès plus jeune âge, pour permettre aux générations futures de trouver une équité finalement entre les femmes et les hommes, je dirais à moyen terme. Voilà, en ce qui me concerne. Merci, c'est des super actions, effectivement, on n'était pas au courant. Oui, ok. Un petit commentaire. La semaine dernière, avec nous travaillons main dans la main, association ensemble, avec Femmes et Maths, Femmes et Sciences et Femmes Ingénieurs, nous avons publié nos 15 propositions pour les élections municipales, en se disant que finalement, ce changement culturel, il s'opère dans les collectivités locales aussi. Il y a des médiathèques, il y a des supports aux écoles, à la caisse des écoles, etc. Et donc, on a identifié 15 actions faciles à mettre en place et qu'on distribue, en fait, ça peut être encouragé si les enseignants me demandent, et le périscolaire, parce que nos enfants, ils sont à l'école, mais ils passent beaucoup d'heures au périscolaire. Et donc, c'est de se dire qu'on fait société ensemble. Et c'est pas que l'éducation nationale et l'entreprise, c'est aussi pour toucher les prescripteurs. Ça se passe, voilà. Donc, nous avons la chance d'avoir une sénatrice ce soir ici, et donc je vais lui transmettre notre rapport. Voilà, c'est important. Je pense qu'il y avait une question là-bas. J'ai une remarque par rapport à ce qui s'est dit sur le monde de l'entreprise. Donc moi, je viens du monde de l'entreprise, du domaine de la métallurgie, et donc R&D Innovation. J'étais directrice R&D, et donc j'ai quitté ce monde par fatigue de me battre. Et donc je dirais, effectivement, l'entreprise a un rôle important à jouer, mais comment challenger les entreprises pour qu'ils prennent en compte, donc non seulement les femmes, donc accompagner les femmes, puisque je pense qu'il y a un besoin d'être accompagné pour, on évoquait l'affirmation de soi qui est assez détruite au fur et à mesure, et plus on monte un âge, plus on risque d'être un peu détruite. Donc il y a besoin de cet accompagnement. Et également, je dirais, ça a été dit par vous, comment ne pas creuser encore plus la différence entre femmes et hommes
parce que effectivement, on a besoin des uns et des autres, on est complémentaires, et c'est ça qui fait la richesse. Et je dirais sur la créativité, notamment en R&D innovation, chacun apporte quelque chose. Et donc sur ça, je pense plus on parle que de la femme, je pense plus on creuse le faisceau et donc du coup à prendre en compte ça aussi, puisque je dirais le monde de l'industrie et le monde notamment technique, la métallurgie entre autres, on a besoin de candidats hommes également. Et je pense que les sciences, comme vous disiez, sont belles. Moi, je fais partie aussi de Femmes et Sciences, Femmes Ingénieurs et Femmes et Maths. Mais il faut qu'on sache les vulgariser, qu'on sache attirer dans les sciences comme dans le monde de l'entreprise. Et je pense que là où il faut aussi challenger les entreprises, c'est de se rendre visible, de savoir parler elles-mêmes des métiers, d'aller un peu plus dans les écoles pour attirer aussi, présenter les métiers, chose qui se fait pas. Enfin, moi, je me suis battue pour le faire. En revanche, c'est très difficile. Donc, voilà mes compléments. Et je vous passe... Bien sûr, mais je vous passe le micro. Merci. Alors, juste sur le challenger les entreprises, ce que j'ai dit, c'est qu'elle n'est pas encore en place, mais la loi Rixin va l'obliger de toute façon à plus de parité en total, mais je veux dire dans l'exécutif. Donc, la gouvernance va changer. Là où je suis entièrement d'accord, c'est qu'il ne faut pas opposer les hommes et les femmes, et c'est malheureusement un peu souvent la dérive et le travers, même de délégations aux droits des femmes, où on passe son temps un peu à opposer les uns aux autres. Et je vous donne un exemple encore en politique. La gauche, qui a toujours été beaucoup plus à même que la droite de faire avancer la parité, avait changé en 2015 pour les départements le mode de scrutin. Et donc il y avait moitié moins de cantons et par contre un homme et une femme présentés sur le même canton, en binôme. Donc on n'était plus suppléante de l'homme, parce que c'était quand même comme ça que ça se passait. Et c'était un peu compliqué en 2015 pour certains de nos comparses hommes de travailler avec nous, etc. Et en fait, on a tous eu l'honnêteté, quand il y a eu le renouvellement de ce mandat mixte en 2011, de reconnaître qu'on avait tous travaillé différemment, parce qu'on était complémentaires. Et on arrêtait de mettre les femmes juste dans les cases de s'occuper du social ou de l'éducation. Et en fait, des femmes avaient pris la responsabilité d'être VP aux travaux, aux grands travaux, alors avec se retrouvant avec devant que des hommes au départ un peu hilaires, en disant ah, celle-là, on va en faire qu'une bouchée. Ils ont bien compris que c'était pas possible. Et puis par contre, un homme pour s'occuper de l'égalité homme-femme et de citoyenneté au sein du département. Et donc en fait, on a vraiment s'est challengé à changer en fait les rôles vraiment stéréotypés en fait qu'on avait chacun dans nos précédents mandats. Et bien ça a marché. Donc voilà. Mais pour le challenge des entreprises, je veux dire, ça vient d'elle-même. D'où l'intérêt de faire monter dans les vraiment futures années des prochaines promotions plus de femmes, parce que on va avoir besoin de ce vivier très très rapidement. Souvent, les entreprises qui sont en avance, c'est souvent des entreprises qui manquent de main-d'œuvre. Et donc, ils se disent, on va aller la chercher sur le 50% qui reste. Donc, on va aller chercher des femmes. Il y a aussi une stratégie tout à fait de performance. On dit que c'est... Donc ça, c'est important que s'il y a un besoin, s'il n'y a pas besoin, ça va être c'est très dur. Donc soit la loi permet de... Il y a le RSE aussi qui a aidé. Comme ils doivent faire un compte-rendu RSE, ils sont obligés de montrer des choses. Mais bon, on n'aime pas le greenwashing et les jeunes filles nous le disent dans les enquêtes. Et d'ailleurs, est-ce que c'était GEF, vous avez le rapport que vous avez fait sur l'étude des jeunes... Je travaille sur l'âge. L'âge, voilà. Et je me souviens de jeunes filles qui détectent assez vite quand c'est du greenwashing. On le détecte vite quand c'est sur le papier, mais dans la réalité, c'est pas ça. Donc en fait, c'est super compliqué de faire évoluer, d'autant plus qu'on a vu beaucoup de diversité et inclusion qui ont beaucoup monté pendant un certain nombre d'années. Et puis là, à l'arrivée aux États-Unis d'un certain président, DIY, c'est un peu... on en parle moins, alors que c'était quand même... Ouais.
Merci beaucoup. Marie-Alice Fougeance de l'association Femmes et Sciences. Merci d'avoir relayé le communiqué et l'appel au municipal. Je voudrais revenir sur la question des VSS, des violences sexistes et sexuelles, parce que je trouve qu'on n'a pas bien répondu à cette question. Il me semble que c'est très important d'avoir des environnements de travail qui soient accueillants pour les femmes aussi, et que j'ai envie de dire le mot tolérance zéro. Je veux dire, et effectivement, et les hommes et les femmes, et je suis sûre que c'est dans votre charte ici. Et il faut le réaffirmer, tolérance zéro, et ça veut dire que chacun doit réagir, quel que soit ce qui s'est passé, le dire, en parler, ne pas laisser les jeunes femmes qui sont victimes de ça s'isoler, parce que ça fait extrêmement de dégâts, et pendant de nombreuses années, voilà, la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'est à l'ENS avec le film Picture a Scientist, que je vous recommande. Ça fait trop de dégâts, ça se sait, les étudiants se parlent, et voilà, donc tolérance zéro. Merci. Effectivement, le film Picture Scientist est à voir sur le sujet. On prend la dernière question et après on aura le cocktail. Bonsoir, merci pour la présentation. J'avais une question pour Madame Darcos. Vous avez parlé de la réforme de Jean-Michel Blanquer, donc la réforme du lycée. Je suis un peu étonnée en fait qu'on n'ait pas anticipé cet effet de si on laisse le choix. Pour simplifier, hein, moi c'est ce que j'en comprends, moins de filles vont choisir parce qu'elles sont de base moins poussées à faire des sciences. Donc j'aurais aimé comprendre pourquoi on n'a pas fait d'études d'impact. Comment ça fonctionne en fait? Est-ce que les études d'impact, il y en a régulièrement? Et ensuite, est-ce que la raison c'est juste, en fait, c'est des hommes qui ont fait cette réforme et soit ils savent pas, mais moi je pense que quand même aujourd'hui on a accès à l'information, soit ça les intéresse pas en fait. Donc je voulais votre point de vue là-dessus. Je me moque pas de vous, hein, mais études d'impact et fonction publique, et notamment éducation nationale, va en général pas totalement de pair. Donc c'est pour ça que je riais. Oui, en fait, sa réforme, elle a été faite par 2-3 inspecteurs généraux, plutôt hommes. Mais en fait, je l'ai dit tout à l'heure, ça a un impact même sur les garçons. Enfin, si tu veux, moi j'ai réagi pour les femmes, mais pour les garçons aussi, puisqu'en fait, du coup, il y avait une sorte de seringue qui fait que, comme on ne garde plus que 2 majeurs en terminale, certains se sont même privés, parce qu'ils préféraient en fait garder un autre, vous avez l'air d'acquiescer, une autre majeure en terminale. Vous n'avez pas forcément du coup la possibilité de garder quoi que ce soit. Mais de toute façon, en termes de culture générale, c'était juste insensé qu'on n'ait plus la philo en terminale, parce que mine de rien, même pour les scientifiques, ça peut être intéressant quand même, les mathématiques jusqu'en terminale. Et si j'allais un peu loin, je dirais qu'il y a eu aussi une prise en compte très cynique qu'on manquait de professeurs. Qu'il y a une crise des vocations, et qu'au fond, c'était aussi une façon de pouvoir réduire la voilure du nombre de professeurs en mathématiques en première terminale. Bien évidemment, ils vous diront tous le contraire. Voilà. Mais bien évidemment, c'est ça. C'est ça. Et c'est un cercle vicieux, parce que si on va beaucoup plus loin, toutes celles et ceux, mais surtout celles qui n'auront pas pris les mathématiques, qui n'ont plus de mathématiques en première et terminale, qui voudront être professeurs des écoles, donc enseigner à nos petits-enfants de primaire, elles auront encore moins de notions de mathématiques, et elles seront encore du coup moins avoir l'appétence d'apprendre, d'enseigner les mathématiques à nos enfants en primaire, qui du coup, en arrivant au collège, auront encore moins cette appétence à faire des maths. Vous voyez, c'est un cercle vicieux qui peut aller très très loin. D'où l'arrêt avec Elisabeth Borne, d'essayer de reprendre la formation de professeurs pour apprendre les mathématiques différemment, de manière peut-être plus ludique ou pragmatique, et donc en espérant que du coup ça va réenclencher quelque chose dans l'autre sens. Simplement,
Moi, honnêtement, quand on m'a dit c'est réglé, on les a remis en première, c'était foutage de gueule, parce que ça ne change rien. Après, en terminale, de toute façon, on se retrouve qu'avec que des spécialistes. Enfin, c'est une mathématique spécialisée, et du coup, c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est une compétition encore plus importante, et donc, même si vous les avez en première, vous vous arrêtiez en terminale. Mais ça fait beaucoup de dégâts, et on est à la 4e promotion. Et on n'a pas fini de l'entendre. Mais quand vous dites ça à Jean-Michel Blanquer, il vous dit qu'il n'y a jamais eu autant de femmes dans les milieux scientifiques. Il oublie de dire que c'est plutôt la biologie, les HSS, etc. Donc voilà, c'est pas les mêmes sciences. Merci à vous. On va arrêter les questions. Ceux qui vous êtes sur place, on pourra les poser juste après, pendant le cocktail. Et si vous êtes en ligne, vous pouvez les envoyer par mail, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose en ligne. Le nom du film, Picture a Scientist. Ouais, Picture Scientist. Oui. Anglais. Merci à vous. Je vais juste faire une phrase de conclusion. Du coup, j'ai pris de notes de tout ce qu'on pouvait faire. En une phrase. Mais du coup, ça commence évidemment par parler autour de soi. Donc, créer une culture scientifique. Et surtout être visible, en plus, deuxième point. Pour montrer qu'on est là, recréer une nouvelle culture de la science, donner des valeurs à la science, montrer que c'est utile. Ensuite, ça passe par la formation. On se forme, on se renseigne, on regarde des films, Picture Scientist. On suit aussi des formations qui sont accessibles en fait assez partout. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là. Ensuite, il y a directement tutorer ou mentorer, ou aussi aider à l'accueil. Donc on l'a vu, il y a plein d'initiatives en fait à l'USPCI même, au sein de Spécial Uni. On a un programme de mentorat, mentorer des jeunes. Tutorer aussi dans d'autres associations. Engagez-vous dans ces associations, on a entendu plein de noms différents. Femmes et sciences, femmes mathématiques, femmes ingénieurs, Elles bougent, il y a un Tech pour toutes, oui. Code F, candidater au CAE Spécial Uni. C'est trop tard pour cette année, mais pour l'année prochaine, pensez-y. Voilà, il y a plein de choses à faire et plein de choses qui sont possibles. Et il y a plein d'initiatives qui ne demandent qu'à avoir des personnes pour les organiser. Donc voilà, merci à vous, merci pour ce soir et on se retrouve au cocktail.